Dans cet épisode, on discute avec Lise Nicolas et Enzo Mutini, deux ingénieurs ayant créé Monsieur et Madame Recyclage, un bureau d'études visant à accompagner ceux qui cherchent à réduire leurs déchets, les valoriser, à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'extraction des ressources. Ils sont également connus pour toute la vulgarisation qu'ils font sur le sujet du recyclage et notamment ses limites. Dans cet épisode, on parle des limites du recyclage, où vont les déchets, les emballages les plus faciles à recycler, les moins faciles à recycler, les réformes de société qui nous paraissent bénéfiques, comme la consigne par exemple. On parle de l'incinération du plastique, des bioplastiques, et on évoque aussi les problématiques de santé avec tout ce qui est les contacts entre notre nourriture et le plastique. Avant de commencer l'épisode, deux petites corrections de la part de Lise et Enzo. Vers la 44e minute sur le sujet des bioplastiques, il faut comprendre que les bons élèves sont ceux qui sont perméables à l'oxygène et à l'humidité, et ne surtout pas comprendre que les bons élèves sont ceux qui sont hydrosolubles, comme le PVOH par exemple. Et deuxième correction, vers la 56e minute, le Canada est producteur d'aluminium et pas de canettes. Elles sont produites aux États-Unis. Voilà, profitez bien. Lise et Enzo, merci d'être là. Bienvenue au centre de commande. Pour remettre un peu de contexte, il y a maintenant quelques épisodes où on avait traité le livre de Dorothée Moisan, donc Les Plastiqueurs. Et ça avait piqué un peu ma curiosité, parce que c'est un livre qui s'attaque à un sujet qui est un peu une aura écologique, le recyclage. Et ça montre que c'est pas tout beau, tout magnifique, que ça a beau être nécessaire, il y a quand même certaines limites à ce truc-là. Et je me demandais, vous, dans votre parcours, à quel moment vous avez eu cette réalisation qu'il y avait un delta entre, on va dire, ce que les gens avaient en tête sur le recyclage et ce que le recyclage était, et à quel moment vous vous êtes dit, là, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un créneau à exploiter, faut faire quelque chose. Je pense que pour Enzo comme pour moi, c'est vraiment assez simple. Quand on a commencé à travailler dans le recyclage, on s'est tout de suite aperçu qu'il y avait une différence entre ce qu'on voyait, ce qu'on entendait et ce qui était faisable. Et le gros déclic, ça a été quand, en fait, dans notre passif, on a construit une machine de recyclage autonome et mobile en énergie, en eau, de recyclage. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, elle ressemble un peu à un satellite. Sur le site internet, ouais. On l'a déployé un peu partout. Dans le monde, on est allé à Pékin, à Londres, en Sardaigne et au Tibet avec. Et en fait, quand on a réalisé ces missions, c'était souvent accompagné d'énormément d'impact médiatique. Et on nous décrivait vraiment comme les héros qui allaient sauver la planète avec leur machine, quoi. Et nous, ça a été un gros problème pour nous, parce qu'on voyait bien qu'on ne faisait pas le poids. Et que, en fait, oui, ce qu'on avait là, c'était bien, c'était trop cool, c'était un super outil et vraiment, on s'est éclaté. Mais le discours ne peut pas s'arrêter là, en fait. Et non, on ne va pas sauver la planète avec notre machine. Ça, c'est clair et net que c'est pas possible. Et du coup, ça a été un peu dur, mais de prendre le recul et de se dire, mais en fait, je veux vraiment pas que mon message il s'arrête là. Je veux pas qu'on utilise mon projet et ce que j'ai construit de cette manière-là. Donc, comment je fais pour en parler et ramener le débat sur les bonnes questions, en fait, et pas éloigner le débat de la réalité. Compléter ? Donc c'est quand vous avez commencé à travailler dans ce milieu-là et qu'on a commencé à vous vendre un peu comme la solution miracle, que vous avez vu qu'il y avait une différence et qu'il fallait probablement faire un peu d'éducation. Mais en fait, je pense que la première étape, c'est de tomber un peu dans le recyclage et d'être complètement dingue du recyclage, parce que là, tu t'aperçois de tout ce que tu peux faire. Et il y a vachement l'étape de comment tu prends un déchet et t'en fais quelque chose de sexy, tu vois. Comment tu rends le déchet glamour, comment tu fais des produits qui sont trop beaux, trop bien à partir de déchets. Ça, c'est vraiment la partie cool. On dit plastique cool, tu vois, ou recycling cool. Donc ça, c'est la première phase. Ça prend pas mal de temps. Tu rentres dedans, tu travailles à fond dedans, tu fais des projets, ils sont cool, t'es trop fier. Et après, tu commences un peu à prendre du recul, à dire, là, cette marque, quand même, elle m'a pas dit ce qu'il y a dans son produit, comment je vais le recycler, il faut que je fasse des recherches. C'est compliqué, il y a plusieurs trucs. Est-ce qu'ils savent que ça se recycle pas ensemble? Ils m'ont quand même demandé de le recycler.
quand tu fais tous tes tests, tu vois bien, il y a quand même des fumées, tu mets un peu de la poussière de plastique partout. T'as un peu mal à la tête. T'as un peu mal à la tête. Tu dis, bon, le recyclage, c'est cool, mais quand même, il se crée des choses, quoi. Et puis après, tu vois tout le traitement médiatique de dingue que tu génères et t'es content. Et en même temps, tu dis, ouais, quand même, c'est bizarre que les problèmes soient abordés de cette manière-là. Je pense à un autre exemple. Après, tout a été un peu lié parce que il y a le côté où, en fait, quand on n'a pas travaillé dans le recyclage, dans l'usine de recyclage, on était dans une société qui faisait de l'architecture et du design à base de matériaux recyclés. Donc, en gros, on avait le budget comparé à des usines de recyclage normales. On va faire du luxe et on va vendre des produits de luxe. C'est l'avantage de l'architecture et du design. Et du coup, faire du recyclage là-dedans, c'était le paradis. Et c'était... on n'avait pas de limite, on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait des Starbucks qui venaient à nous et qui nous disaient faites des magasins avec mes déchets. On y passait du temps, on y mettait de l'argent, mais on pouvait toujours faire quelque chose. Et là, tu te dis, mince, et je vois bien que ça va me coûter cher. Donc en fait, tout le reste qu'on nous dit, oui, vous inquiétez pas, on gère, c'est pas compliqué, c'est pas possible en fait. Et quand tu es dedans, et tu vois que les principes de recyclage sont toujours les mêmes en fait. On n'a jamais inventé la roue à aucun moment. Et tu vois, nous, on est énormément sur tout ce qui est libre accès et l'open source, et surtout dans le recyclage, parce que en fait, depuis toujours, on recycle pareil. Il y a des petites choses qui ont été développées et c'est normal de poser des brevets, mais sur le process, c'est toujours le même. Tu vas prendre un déchet, tu vas le découper, tu vas le laver, tu vas le faire fondre et puis tu vas le reformer, tu vois. Et c'est les mêmes étapes que pendant la première production, en fait. Et c'est là que on s'est dit, mais ça peut pas s'arrêter là. Plus le côté, Starbucks, on avait fait des trucs un peu incroyables au niveau des projets. Alors, quand je dis on, c'était avec l'entreprise, c'est pas nous, personnellement. Mais des magasins entiers de Starbucks en déchets. Et ils se disaient, mais oui, on va faire tous nos nouveaux magasins. Quand tu dis des magasins, c'est-à-dire les canapés, les cafés en fait, pardon. Donc les canapés, les tables. Les tables, elles étaient vraiment parlantes parce que on avait utilisé les cups en papier de Starbucks, les verres, les gobelets. Et on avait complété ça, par exemple, avec des sacs plastiques, du LDPE, en fait, qui est la même matière que la couche intérieure du gobelet. Mais je pense que j'ai pas compris, c'est-à-dire qu'il vous avait demandé de faire le magasin, enfin, j'ai pas compris, de refaire le magasin Starbucks avec des matériaux recyclés, c'est ça? C'est ça, avec leurs déchets. Avec leurs déchets. Ah, mais oui, non, c'est ça que j'avais pas compris. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et du coup, en fait, tu avais les magasins aux couleurs de Starbucks, genre les canapés, les tables, les murs et tout, faits avec leurs déchets. D'accord, c'est plus clair. Et ils ont fait un pop-up store dans Londres, de la communication à Bâle, et après, plus rien. Donc tu vois que c'est possible, qu'il faut y mettre l'argent, c'est possible, c'est faisable. Tu fais un pop-up store, ils ont fait leur com, on s'arrête là. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est du greenwashing, en fait. Je suis en train de faire du greenwashing pour les grandes marques. C'est un peu la différence entre recyclable et recyclé, c'est ça. C'est-à-dire que si tu mets l'effort, concrètement, tu peux peut-être réutiliser certains matériaux, mais il faut mettre l'effort, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on aime bien dire pour la différence entre recyclable et recyclé, c'est est-ce qu'il existe en fait un écosystème industriel financièrement viable qui peut en vivre, en fait. Vraiment. D'accord. On n'a qu'à revoir un petit peu les bases alors. C'est-à-dire que pour commencer avec les choses vraiment très basiques, moi quand je mets un déchet dans la poubelle jaune, j'ai cru voir qu'il y a un camion qui passait le chercher. Il va où ce truc-là déjà? C'est le mercredi ou le lundi? Aucune idée. T'habites à Paris ou t'habites à Marseille? Vous savez. Ça dépend. Ça dépend, voilà la réponse. Non, ça dépend pas. C'est-à-dire que le camion qui va chercher le déchet, ça dépend de où vous habitez, où est-ce qu'il va l'emmener. De qui y a autour de toi comme acteur pour faire de la gestion du déchet? Non mais, carrément, pour la collecte des déchets de l'immeuble, de la maison, oui. le camion qui vient prendre le bac emballage, recyclage, et qui est bac multimatériaux pour les professionnels, celui-ci, il est censé le déposer au centre de tri où tu massifies tous les déchets d'un quartier, d'une agglomération, pour que derrière, il soit trié par typologie de déchets. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, ouais. D'accord, donc en général, ça va quand même dans un centre de tri.
Et là, ce que tu dis, c'est que c'est une grande usine où en fait, ils vont avoir des détecteurs. C'est ça qui vont permettre de dire toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas à chaque déchet. Alors, historiquement, c'est des petites mains. Ah, historiquement, c'est des Ouais. petites mains. Ouais, D'accord. Et Donc- certaines usines, c'est encore. Donc, Ah, c'est encore des petits. D'accord. À la fin, souvent. tu as un grappin, tu pioches dans ta grosse fosse à déchets, tu les mets sur un tapis qui accélère pour séparer un peu les déchets les uns des autres. Puis tu as des gens qui prennent toutes les bouteilles d'eau, par exemple. Ah ouais, ok. Ah oui. Bon, c'est quand même un peu amélioré. Ça fonctionne encore comme ça parce que tu fais pas mieux que les gens qui sont entraînés Ouais. à bien repérer un type de déchet. Donc, tu as plusieurs types de tri. Donc, dans un gros centre bien moderne, comme tu as dans les tout récents, en fait, tu as une première étape qui te permet de séparer par taille. Par exemple, tu as séparé des petits trucs que tu vas enlever, et puis des gros cartons, et puis les choses au milieu. Mm. Après, tu vas essayer de séparer par type de matière. Donc là, tu as plein de possibilités. En général, c'est du rayonnement visible. Donc, tu as une caméra qui va venir vérifier est-ce que ça ressemble à du carton, est-ce que ça ressemble à du plastique, etc. Mm. Et donc, tu as des flux bien séparés. Par exemple, les bouteilles en plastique. Dans les bouteilles en plastique, tu en as plusieurs. Tu as celles qui sont transparentes. Donc, en fait, quand on regarde sous une bouteille d'eau, par exemple, souvent, il y a 3 petites flèches avec un petit 1 et 3 petites lettres. Donc là, PET, c'est le nom du plastique, ça veut dire polytéréphtalate d'éthylène. C'est pas le même plastique que celui de flacon de shampoing. Le numéro 2. Qui a le numéro 2. Il me semble, si j'ai bien, Ouais, si j'ai bien travaillé. Bon, de toute façon, tout le monde peut vérifier. Et ouais, Euh, sous le shampoing. voilà, numéro Vous 2. regarderez. Ou peut-être numéro 5, mais bon, disons Ouais, numéro des 2. fois. Qui est un autre type de plastique. Voilà. Mm. Donc tu tries ça. Puis tu as trié le truc en carton, la bouteille, la canette en métal par exemple. Donc tu vas avoir des détecteurs de métaux, de quoi créer des courants électromagnétiques pour séparer l'aluminium par courant de Foucault, on dit. Et donc, t'as l'air de dire c'est quand même automatisé. On arrive à faire ça avec des caméras. Tu vas voir là, ok, là c'est du PET comme tu disais, ça va partir dans un coin. Et puis là c'est du alors le shampoing le numéro 2 c'est PE haute densité. HD, ouais. Ouais. Et ça part dans un autre coin. Peut-être en fonction de la couleur du shampoing, ça va partir dans un coin différent. Et ça c'est quand même des machines la plupart du temps. Ouais. En fait, De c'est plus en plus. De plus Ouais. en plus, et c'est des machines qui sont mises à la suite les unes des autres pour refaire plusieurs fois le tri. C'est assez impressionnant à voir. Je t'invite à aller regarder une vidéo sur YouTube. Ouais, Ça va très très vite. Et en fait, c'est des souffleries. Donc, tu as le laser qui va repérer, qui va pouvoir dire ça va là. Et en fait, c'est par soufflerie que ça va être envoyé dans le bon bac. Donc, ils vont envoyer un jet d'air qui va faire que la bouteille elle va voler pile à la bonne distance pour atterrir dans le bac des bouteilles. Et en fait, on a, en général, c'est 1 à 3 tapis à la suite. Enfin, 3 tapis. 3 fois le même système. Comme ça, ils trient 3 fois 3 matériaux différents. Bon après là ça dépend de quel Les type usines, de en déchets, fait. de quel centre de tri. C'est là où c'est méga perfectible. Dans une usine où tu fais la même chose mais que pour les métaux à partir des câbles électriques par exemple, et tu veux une pureté d'aluminium grade aéronautique 99% machin, en fait les machines de séparation tu vas avoir 10 fois la même pour qu'à la fin tu aies plus aucun contaminant sûr quoi. Ouais, c'est ça un peu l'objet de ma question, c'est que typiquement, si tu utilises des machines, en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir certaines limites. Typiquement, moi, je mange des gros pots de yaourt de 1 kg. C'est sûr que si, parce que ça prend moins de place dans ma poubelle, j'ouvre le pot et puis à l'intérieur, je mets d'autres trucs, quoi, des bouteilles écrasées, des sachets en plastique et que je les referme. En fait, faut pas faire ça, j'ai l'impression. Parce que du coup, la machine, elle va être en PLS, quoi. C'est très mauvais ce que tu fais. Ah, d'accord. Du coup, j'ai arrêté de le faire. Mais c'est vraiment parce que j'ai réfléchi, tu vois. C'était. Je sais pas si quelqu'un m'a un jour dit de pas faire ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est qu'il faut faire attention que derrière, il y a des machines, en fait. Ouais, mais enfin, si on te le dit pas, tu le sais pas. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'en plus, il y a eu des règles qui étaient différentes selon les époques. Un coup, il fallait écraser les bouteilles pour les compacter pour que ça coûte moins cher. Mais du coup,
elles sont moins facilement repérables si c'est une machine. Attends, mais il faut les écraser du coup? Non, du coup, faut pas les écraser. Ah, parce que c'est moins repérable par Faut les les machines. garder. Voilà, donc au pire, ouais. tu aplatis, mais tu la gardes bien, etc. Donc, évidemment, le pot de yaourt qui sert souvent de poubelle de table, si tu mets plein de trucs dedans, ça va compliquer. Donc, C'est ça, ouais. ce qui se passe, c'est que par exemple, sur le tapis roulant, si tu as un carton et une bouteille dessus, et qui repère le carton, la bouteille avec les cartons. Ouais. Voilà, mais ça arrive tout le temps. Donc après, tu fais un test sur ton emballage et puis tu vérifies, bon, il y en a 3% qui est avec les gros cartons, 3% qui est avec les briques de lait, on ne sait pas trop pourquoi, 2% qui est dans les canettes, on ne sait pas trop pourquoi. Mais parce que c'est imprécis. C'est imprécis, puis il y a tout le temps des trucs qui sont soufflés en même temps, etc. quoi. Mais il le retrie, ça, ou tu te retrouves avec juste de la bouteille dans ton carton après recyclé? Voilà. Et ah, ben okay. alors, ah oui, d'accord. Non, il y a du retri aussi, alors, en fait. Il y a du retri manuel en général, quand même. D'accord. Mais pas tout. Enfin, il y en a qui vont passer entre les mailles du filet. Ouais, Mais c'est pas tout le temps. Au centre de tri, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, c'est la personne qui va racheter les cartons, le ballot de carton, qui lui va devoir faire un tri pour s'assurer, par exemple, s'il rachète du déchet qui vient des ménages, de dire je sais que je peux avoir des bouteilles dedans, donc je refais un surtri pour éliminer le plastique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, et donc ça, finalement, ça implique aussi, je crois que vous en parlez aussi dans vos petites infographies là, qu'on peut trouver sur votre site, ça implique aussi qu'il faut, avant de jeter, séparer les choses. Typiquement, est-ce que quand j'ai une bouteille, je dois enlever le bouchon et le séparer Ça, c'est pareil. Tu vois, avec les évolutions de la technologie, maintenant, non. Mais il y a eu une période où il valait mieux le donner à des associations parce qu'en passant par le centre, c'était pas recyclé. Mais maintenant, et en plus, maintenant, ils vont accrocher les bouchons aux bouteilles, donc ça a déjà commencé même. Maintenant, en fait, avec des bassins de flottaison, c'est vraiment assez simple de recycler le bouchon et le corps de la bouteille. C'est pas recyclé ensemble, mais c'est recyclable. Ouais, c'est pas la même et puis, la chaîne industrielle existe en fait pour pouvoir gérer ça. Parce que dans tes bouteilles, d'ailleurs c'est pour ça que les bouteilles, il suffit de regarder qu'est-ce qu'on recycle bien et pourquoi on le recycle bien. C'est les choses qui en fait sont souvent dans le même emballage. Les bouteilles, elles sont presque toutes en PET quand c'est en plastique. Les bouteilles de lessive, les bouteilles de shampoing, c'est souvent, la plus grande majorité du cas, du PEHD. Et c'est pour ça que en fait, tu as des filières qui se sont créées parce que tu as des quantités de déchets assez grandes et tu es à peu près sûr que ça va être tout le temps la même chose. Un pot de yaourt, tu les as en plastique, tu les as en carton, tu les as en polystyrène, il y en a en PET, il y en a en PP. Et du coup, là, ça devient compliqué. Les pots de yaourt, ils m'ont rendu fou parce que depuis que j'ai lu le livre de Dorothée Moisan, je suis devenu le mec qui regarde au cul des objets, et les pots de yaourt, c'est tout le temps un truc obscur différent. Donc ouais. Et donc ok, donc on peut laisser les bouchons, mais en général, faut séparer les opercules, les machins, les trucs quand on voit que c'est des matériaux différents. Un bon exemple, c'est le paquet de cigarettes. Ah ouais, vas-y. Le paquet de cigarettes, oui, il vaut mieux séparer tout ça en fait. D'accord, donc dans le paquet de cigarettes, tu vas avoir le carton, l'alu, tout ça, faut que tu sépares. Le plastique, le carton et l'alu à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le plastique aussi, ouais. Ok, d'accord. Et il y a forcément des trucs où tu peux pas séparer, je sais pas, les déos par exemple, c'est hyper complexe le truc, ça t'en fait rien. Tu le sépares pas quoi quand t'es chez toi. Non, mais de manière globale. Oui. Non, mais ça, s'il n'est pas fini, qu'il est sous pression, attention. Oui, c'est vrai. De manière globale, de toute façon, le geste de tri a été simplifié maintenant. Donc, si tu sais pas, tu jettes dans le bac jaune. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, normalement, c'est en train d'être harmonisé sur toute la France. Quand je dis si tu sais pas, dans les emballages en plastique et carton, bien entendu, et aluminium. C'est le bac jaune, ou le multimatériau en fonction de là où tu habites, bleu, dans certaines régions, va accepter beaucoup plus de choses pour vraiment simplifier ce geste de tri parce que le consommateur est perdu. En fait, disons la bouteille de déo en aluminium, en fait, il y a plein de pièces dedans, des petits ressorts, une bille en verre, des joints en plastique, bref. Le gros, ça va quand même de l'aluminium. Donc, sur un truc censé détecter l'aluminium, même s'il y a un peu de plastique, un peu de verre, ça va avec l'aluminium. Et l'usine qui va racheter ce genre de déchets-là, ce qui l'intéresse, c'est la fraction aluminium.
Donc derrière, elle va s'arranger pour séparer les autres. Ouais. C'est-à-dire souvent dans un grand feu de la joie, où ces pièces-là, elles brûlent toutes seules quand tu fais fondre l'aluminium, quoi. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et donc, ouais, en fait, concrètement, ce qu'on est en train de dire, c'est que si je schématise, le camion, il va emmener toutes ces choses au centre de tri. Et là, c'est le centre de tri avec ses caméras et ses différents procédés. Donc, il va envoyer les différentes manières dans autant de coins que de matière. Et ensuite, soit c'est des matières qui intéressent des gens, donc auquel cas ils vont les acheter pour faire autre chose avec. Soit c'est des matières qui n'intéressent pas des gens pour des raisons X ou Y. Et ça fait quoi? Ça va à la décharge du coup, quand ça n'intéresse personne? Incinération dans la plupart des cas ou enfouissement. Question ultra débile, quand on... c'est la honte de pas savoir ça, mais quand on jette nos déchets classiques, donc pas du tout la poubelle jaune, là c'est un camion poubelle qui vient et qui les met dans un grand trou. C'est ça? Ou je suis à côté de la plaque? L'enfouissement? Ouais, non mais juste les déchets classiques en fait. Les déchets classiques qui sont récoltés par le camion poubelle, ça va dans un grand trou, c'est ça? C'est ce qu'on appelle l'enfouissement. C'est ce qu'on appelle l'enfouissement. Voilà, j'ai prévenu que c'était une question débile. Le stockage permanent. Le stockage permanent, d'accord. Mais c'est bon mot. Mais c'est pas brûlé. Si, c'est... Non, ça c'est l'incinération. Voilà. Ah, si, c'est brûlé. C'est les stats. Alors, c'est ça que je crois, on va. Oui, en fait, selon. Tu veux... Pardon. Vas-y. Selon là, tu habites en France, tu peux avoir plus. Enfin, la fin du va dépendre. À côté de chez toi, c'est quoi l'usine la plus proche? Est-ce que c'est un incinérateur ou est-ce que c'est un centre d'enfouissement? D'accord. C'est surtout ça sur peut être l'un comme ça que ça va reposer. Pour tes déchets ménagers, la poubelle noire, quoi, en gros. La plupart du cas, ça va quand même à l'enfouissement parce que au niveau incinération, en fait, c'est très humide à cause de tout ce qui est alimentaire qui va dedans. Oui. À part peut-être avec les nouveaux ramassages, justement, il va y avoir des composts. Du coup, peut-être qu'après, mais de manière globale, comme du coup, ça brûle moins. Non, t'es pas d'accord avec ça? Oui, il est pas d'accord avec ça. Il y a débat. Il y a débat, hein. Okay, mais en fait, je pose la question pas tellement pour ça. En fait, c'est surtout ce que je voulais comprendre, c'est notamment dans le livre de Dorothée Moisan, en fait, on parle de valorisation énergétique. Et donc, moi, j'en déduis un peu bêtement que dans l'usine de tri, il y a certains plastiques dont personne ne veut, entre guillemets, qui vont être brûlés pour valorisation énergétique. Donc, il y en a qui vont aller à l'enfouissement, parce qu'on n'a pas envie de les brûler pour une raison X ou Y, et d'autres qui vont être brûlés pour valorisation énergétique. Non, c'est plutôt quelle est la gestion du déchet ultime, c'est comme ça qu'on va l'appeler, là où tu es. Donc ça peut être l'enfouissement, l'incinération. C'est pas un choix technique, c'est plutôt c'est quoi l'installation à côté de chez toi, quoi. Et en fait, il y a des centres d'incinération en France encore, il me semble que c'est 2, qui ne récupèrent pas, qui ne font pas de valorisation énergétique. Ils ne vont pas récupérer l'énergie générée par l'incinération. Donc en fait, tu peux très bien incinérer et ne pas faire de valorisation. Mais du coup, je me rends pas compte l'ordre de grandeur, parce que tu dis 2, mais je ne sais même pas combien il y en a, tu vois, dans l'absolu. Non, c'est rien, il y en a, je sais plus, il y en a plus de 100. Non, Ah oui, donc c'est très minoritaire, du coup. Ouais, mais il y en a encore 2. D'accord. Enfin, c'est quand même assez parlant dans le monde actuel qu'on en ait encore qui vont pas au moins un minimum récupérer l'énergie qui est produite. Ouais, mais c'est ça qui est un peu qui me turlupinait, c'est que finalement on produit de l'énergie en brûlant ces déchets plastiques là, quand on explique qu'on les valorise. C'est quelque chose de complètement négligeable, parce que quand je vais, vous savez, sur les petits sites internet où en gros on vous dit en ce moment la France c'est 60% de nucléaire, je sais pas moi 10% d'éolien, hydraulique machin. Enfin, il n'y a pas une case déchets plastiques qu'on brûle, quoi. Donc, vous voyez ou pas pourquoi je suis étonné? Déjà, il y a une bonne partie qui sert à faire fonctionner l'usine, en fait. Ah oui. Quand tu incinères, il y en a une bonne partie qui repart déjà dans... Il y a une petite douille. Je sais plus c'est quoi les chiffres, mais... Non, mais j'ai pas l'impression qu'on fournit 10% de l'électricité française en... D'accord, ouais. La rentabilité est pas non plus... optimale. Si tu regardes l'énergie qu'il te faut pour aller creuser, faire du plastique, en fait, aller chercher la ressource, la transformer en pétrole d'abord, puis en plastique, puis en emballage,
Et d'avoir cet acte de jeter direct pour l'incinérer, le ratio est vraiment... Ouais, d'accord. Donc, peanuts, quoi. valorisation énergétique, c'est peut-être un peu fort comme mot, alors. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer... parce que, bon, on a compris que le plastique s'était fait à partir de jus de dinosaure, du coup. Enfin, c'est du... C'est du plancton sous-marin, s'il vous plaît. c'est du plancton sous-marin. Il voilà, n'aime pas apparemment. quand je dis que ça vient du jus de dinosaure. Je me fais engueuler à chaque fois. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Du coup, à partir de maintenant, je vais me conformer à ça. Mais du coup, ça veut forcément dire que quand on le brûle, on relâche du CO2, non? C'est une réaction de combustion comme une autre. Donc, est-ce qu'on fait du réchauffement climatique quand on brûle du plastique? Oh my god, il a dit ce qu'il fallait pas dire. Bah oui, évidemment. En fait, si tu brûles des déchets, Ouais. tu génères des gaz à effet de serre et des particules qui polluent. Ouais, donc ça reste un hydrocarbure qu'on a brûlé à la fin, quoi. En gros. Ça Oui. dépend sur le plan théorique ou le plan pratique. Parce que sur le papier, si tu fais bien les choses, normalement, tu génères rien du tout. Mais Attends, explique ça, parce que... en fait, dans le monde du déchet, Ouais. tu vas avoir plein de perturbateurs. Qui va faire qu'en fait, tu vas faire fondre. Tu vas pas brûler ton déchet, normalement. Enfin, pour l'incinération, si, mais quand tu recycles, tu vas pas brûler ton déchet, tu vas le faire fondre. Oui, Et là, il n'est pas censé cramer. Non, mais là, je te parlais d'incinération. Oui, d'accord, pour l'incinération. Ouais. Oui, D'accord, oui. d'accord. Oui, ok. Bah, quand on le Ouais. fait fondre, on a un peu plus conscience qu'il n'y a pas le carbone qui va s'échapper dans l'air. Ouais, ça disparaît pas, me quoi. paraît plus... D'accord, ok. Mais le point est juste de dire, quand tu brûles tes déchets, c'est comme si tu torchais du pétrole dans le désert. Enfin, c'est pareil. Oui. C'est juste, il y a une Mm. utilité entre les deux, mais à la fin, le résultat est le même. Tu as épuisé une ressource et tu la relâches dans l'air sous forme de gaz à effet de serre. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Ok, ça c'est très clair. Et du coup, si on s'intéresse un petit peu aux bons élèves, là, j'ai cru comprendre que le petit numéro 1 et le numéro 2, PET et PE haute densité, donc les shampoings, donc les bouteilles pour le numéro 1 et les shampoings pour le numéro 2, je caricature, c'était les bons élèves. Et donc, moi, je m'imagine que ça, c'est les choses qui vont aller au centre de tri, qui vont pas forcément partir en Asie, qu'on va garder chez nous, et qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir racheter, et on va essayer d'en faire des choses un peu sympas avec. Est-ce que c'est à peu près vrai ce que je dis? Oui. Oui, c'est la base. Non, mais enfin, c'est bien d'aborder les limites du recyclage, mais sur ça marche bien. Enfin, Ça marche bien. Oui. Ouais, d'accord. Donc tu prends, tu vas retrier un peu par couleur, affiner la qualité du tri du plastique, et puis après tu vas broyer, laver, comme ils a dit tout à l'heure, le faire fondre, en refaire un nouvel objet. Ce qui est important de voir dans le recyclage de nos emballages ménagers, et en fait emballage alimentaire au final, c'est que, à part pour la bouteille d'eau, ça redevient rarement le même objet en fait. Donc tu vas venir, par exemple, couper à la production en intégrant de la matière recyclée dans l'aéronautique, dans l'automobile, mais ça va pas revenir en contact alimentaire. Donc en fait, c'est important, hyper important de recycler, il faut continuer de recycler et il faut couper la production à la source, mais tu vas pas empêcher cette fuite en avant. Il n'y a pas réellement d'économie circulaire, c'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'en fait, c'est juste une étape de vie en plus pour rallonger sa durée de vie avant que ça finisse à la poubelle. Mais j'ai quand même vu apparaître, bon, je pense qu'on vous l'a demandé 50 000 fois ça, mais pour insister un peu là-dessus, j'ai vu apparaître maintenant des bouteilles où c'était marqué 100% fait de plastique recyclé. Donc ça vient un peu contredire les choses que j'avais entendues, qui étaient de dire que il fallait réintégrer dans les bouteilles du plastique neuf. Et ils avaient l'air, alors je sais pas si c'est de la publicité mensongère, de dire sur la bouteille qu'elle pouvait encore être recyclée. Alors est-ce qu'elle l'est vraiment? Je ne sais pas. Mais je sais pas ce que vous en pensez de cette nouvelle techno. Non, en fait, ça c'est tout à fait vrai. Ouais. Et le cas de la bouteille est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment toujours l'exception qui vient confirmer la Oui, c'est règle. le meilleur élève, ok. Et en fait, tout simplement, en grande majorité, parce que je pense que les gens qui vendent de la bouteille d'eau, comme ils vendent avant toute la bouteille,
ont intérêt à être hyper proactifs sur ces questions-là. Et en fait, on se rend pas compte, mais recycler une bouteille d'eau, et en une autre bouteille d'eau, c'est une prouesse technologique qui est assez impressionnante. Et ça montre bien que quand on met les moyens sur la table, quand financièrement c'est intéressant, et ben en fait, on peut vraiment y arriver. Parce qu'à l'époque, les bouteilles, tout à l'heure, tu nous as parlé du bouchon et du corps de la bouteille, mais tu as aussi l'étiquette. Donc en fait, de base, tu es quand même sur 3 matériaux différents à peu près. Maintenant, ça s'harmonise parce qu'il y a des règles d'éco-conception. On est plutôt sur 2 matériaux parce que l'étiquette, elle est faite dans le même matériau que la bouteille, en PET maintenant. Mais si tu veux, c'était pas gagné de faire de la bouteille à bouteille. On le fait. Mais en fait, on va faire de à peu près 4 bouteilles, tu fais 3 bouteilles. Donc tu as toujours une bouteille qui est manquante à ta production, si tu veux continuer de produire autant de bouteilles. Ah oui, c'est-à-dire que même avec cette nouvelle techno, toi, tu dis que... oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas utiliser plusieurs bouteilles pour en faire une, quand même. Bah, tu fais 4 bouteilles. Tu prends 4 bouteilles, t'en fais 3. Voilà. Ah ouais, donc, il y en a une qui est manquante. Ok, d'accord. Mais faut le voir quand même comme une avancée. Ça reste hyper intelligent. Non, bien sûr, ouais. C'est top. Mais on oublie un peu dans toutes ces questions-là, en fait, de remettre en cause le pourquoi j'utilise une bouteille d'eau. Quand en France, alors pas partout, mais t'as quand même accès très souvent à de l'eau potable au robinet. Et après, en fonction de certaines régions, bon, ça se discute. Mais tu peux faire installer des filtres ou d'autres choses. Tu vois. Avec le recyclage, tu as un peu l'oubli de la remise en question de pourquoi j'utilise l'emballage. Bah ça, on peut en parler juste après. Et juste pour être sûr que j'ai bien compris, en fait, là, avec cette nouvelle techno, finalement, on peut refaire des bouteilles d'eau à l'infini. C'est juste que, du coup, tu en as de moins en moins, quoi, théoriquement. C'est ça, c'est vu que tu en prends 4 pour en faire une... Et si tu étais vraiment en boucle fermée complet, je pense que tu aurais de la dégradation. Si tu n'avais que de la bouteille d'eau, tu aurais de la dégradation de matière et tu pourrais pas le faire de cycle infini. En fait, ça viendrait t'abîmer la santé au bout d'un moment. C'est ça qui me fait peur. C'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est que je sais pas si c'est à tort ou pas, mais j'ai pas très confiance de boire de l'eau dans un truc où c'est marqué 100% recyclé dessus. Alors, je sais pas si c'est une fausse peur ou pas, mais ça m'inspire pas. Moi, j'ai pas tout à fait confiance de boire dans une bouteille en plastique tout court. Ouais. Pas besoin d'écrire 100% recyclé dessus. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc ouais, c'est quoi votre avis là-dessus c'est que quoi qu'il arrive, mettre un liquide en fait en contact avec du plastique, c'est jamais optimal finalement. En fait, tu as, tu as des migrations entre l'emballage et la nourriture, tout le temps. Et donc après, l'idée, c'est de dire, les composés chimiques qui migrent, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'ils sont dangereux, pas dangereux? C'est quoi l'exposition? Est-ce que ça entraîne des effets secondaires néfastes, etc. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'entre le plastique directement issu du pétrole ou du gaz et le plastique que tu vas recycler, ces composés-là, ils ont un peu changé. Parce que le plastique, il est passé par différents processus. Il a eu les rayons du soleil, il a été broyé, lavé, refondu 1 fois, 2 fois. Il y a de la dégradation thermique, ça réagit chimiquement avec la chaleur. Donc à la fin, les petits composés chimiques, c'est pas les mêmes. Donc la question n'est pas est-ce que c'est plus dangereux parce que c'est recyclé ou pas, c'est plutôt est-ce qu'on a bien analysé tous les composés chimiques différents, que la bouteille soit neuve, entre guillemets, ou issue du recyclage, et est-ce qu'on est bien au-delà de seuil où ça peut être dangereux pour la santé. Donc dans ce qu'on va mesurer, il y a ceux qu'on connaît bien, donc les résidus de production. Tu veux faire un pot de yaourt en polystyrène, il faut d'abord que tu aies fabriqué du styrène pour faire du polystyrène. Pour faire du styrène, en fait, il faut que tu aies de l'éthylbenzène, qui vient lui-même du pétrole, etc. Bon, on rentre pas dans les détails. On sait que quand tu fais du styrène, tu as 0,5% d'éthylbenzène qui reste. Dans le procédé, tu vois, le cracker en Normandie de Total, machin, je sais pas quoi, bon, bref. Donc ça, on va le vérifier. On va dire, est-ce que quand je mets du yaourt dans mon pot de yaourt, je garantis que j'ai tel taux d'éthylbenzène à la fin dans mon yaourt qui est en deçà de tel seuil, de manière à ce que si quelqu'un mange 3 pots de yaourt par jour pendant 40 ans, il n'attrape pas le cancer. Ok. Donc quand on te dit en fait cette matière-là est apte au contact alimentaire, c'est ça qu'on vérifie. Ce qui est compliqué, c'est que ça on le sait parce qu'on sait d'où vient le styrène qui fait le polystyrène. Tiens, tous ceux qu'on ne sait pas. La bouteille a réagi avec du rayonnement ultraviolet parce qu'elle est restée 2 mois sur le parking d'un supermarché. Et en fait, ça fait des réactions chimiques à l'intérieur et donc tu as telle molécule qu'on n'avait pas prévue qui peut migrer dans l'eau. Donc là, il n'y a pas de seuil pour ça parce qu'on ne le calcule pas.
Et dans le recyclage, alors ça, recombinaison chimique dans tous les sens, donc c'est encore plus compliqué. Par exemple, on garde l'exemple du pot de yaourt, tu peux avoir des résidus de styrène avant que tu fasses du polystyrène. Donc j'ai dit éthylbenzène tout à l'heure, c'était l'étape d'avant, tu as aussi du styrène. Quand tu vas venir recycler la matière, c'est un peu volatile. À la haute température, en fait, il s'évapore un peu. Et donc potentiellement, tu as plus de styrène dans le pot neuf que dans le pot recyclé. Ah oui, il y a des feintes comme ça. Il y a des feintes comme ça. Ok. Et il y a des trucs qui sont transportés. Donc, t'as moins de styrène, mais tu vas avoir plus de, je sais pas très quel truc, qui est un peu nocif et irritant. Et plus de, je sais pas trop quel truc, qui sert de arôme amande dans les parfums. En fait, on s'en fout que ça mixe dans les yaourts. Enfin, tu vois, non, mais donc, t'as des trucs qui sont dangereux, t'as des trucs qui sont pas dangereux. Donc, après, et des combinaisons chimiques, ces composés-là, ils peuvent réagir entre eux, réagir avec d'autres trucs. Finalement, t'as repris ta bouteille d'eau, puis t'as mis du sirop qui a du sucre. Ou t'as remis du coca dedans, puis enfin tu vois, donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué de deviner. Mais ça veut dire là, en gros, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous considérez pas qu'il y a plusieurs niveaux de dangerosité? C'est-à-dire, en gros, vous dites, j'ai l'impression que vous dites que la bouteille d'eau, qu'elle soit recyclée ou pas recyclée, bah, ça reste du plastique en contact avec un liquide. Faudrait peut-être éviter, surtout qu'on a de l'eau au robinet. Il n'y a pas forcément de gap de dangerosité, selon vous, entre la bouteille d'eau normale et la bouteille d'eau recyclée. Ça va dépendre du plastique aussi. Tu vois, moi, j'aurais beaucoup... En fait, la bouteille d'eau, il n'y a que ça que tu peux retrouver en recyclé parce que c'est le PET, le plastique numéro 1, qui a eu les autorisations pour, en tant que plastique recyclé, redevenir du contact alimentaire. Ça, c'est hyper intéressant. Le plastique numéro 2 n'a jamais obtenu, pour le moment, même s'ils sont en train de se battre pour que ça obtienne. Personnellement, j'espère que ça n'obtiendra jamais. De toute façon, tu mets du shampoing dedans, tu mets pas des trucs que tu vas... Ah bah si, tu peux mettre de la crème fraîche. De la barquette de beurre. Ouais. Voilà. Barquette de beurre. Barquette de beurre, de la crème fraîche. Ouais. Ah ok, c'est du numéro 2 ça. Ouais. Okay, non, pas forcément. Pas forcément. Ça, ouais. Moi en général quand je regarde c'est du... Là on a une discussion de geeks, c'est trop bien. En général quand je regarde au cul du truc c'est marqué PP. Enfin, numéro 5. Mais il y en a, ça fluctue. Mais il y en a en deux, ok. Ça peut arriver. Et eux ils n'ont pas eu l'autorisation et vaut mieux qu'ils l'aient pas quoi. Oui, tu as des plastiques qui sont plus ou moins perméables aux migrations de par la structure moléculaire. Donc, ah bah oui forcément. Il y en a qui sont plutôt perméables et donc le risque il est plus grand, ça c'est clair. Donc tu peux choisir comme ça. Après tu peux dire non mais quand même on est dans un, enfin il y a quand même des règles, c'est un minimum cadré. En fait, ce qu'il faut se rappeler c'est que tous les scandales alimentaires qu'il y a eu récemment, c'était avec des matériaux qui étaient aptes au contact alimentaire pour lesquels on avait déjà fait des tests. Je prends ma bouteille, je prends ma conserve, il y a un petit joint en plastique, je la mets à l'étape de pasteurisation, je chauffe. La chaleur fait qu'il y a une dégradation thermique d'un des additifs qui était contenu dans le plastique, qui vient derrière migrer dans mes flageolets, j'en sais un peu importe. Mais est-ce que c'est grave? On ne sait pas. Alors après, ça dépend. En fait, est-ce que ce qui était contenu, c'était un truc acide, un truc basique, neutre? Quand c'était acide, si j'ai une nouvelle réaction, ça le redécompose un truc qui n'est pas dangereux. Quand c'est neutre, il ne réagit pas, c'est un truc qui est dangereux. Enfin, tu vois, alors c'est super compliqué. Ouais. Donc il y a le côté où quand tu apportes de la chaleur sur du plastique, en fait, 100 degrés, c'est déjà une température assez élevée pour du plastique. Là, tu crées des soucis sûrs. Donc, forcément, nous, les trucs, on dit oui, ça, c'est bien pour le mettre au micro-ondes. Pas chez moi. D'accord, ouais. Dans le micro-ondes, c'est en verre, quoi, chez vous. Toutes les barquettes pour bébé, typiquement. Tous les plats qui sont vendus dans les barquettes pour bébé. Okay. Les plats Picard. Parce que c'est censé être transparent, mais ce que tu mets dedans, disons, tu mets du beurre... ton micro-ondes il tourne pas bien, tu as un spot de concentration du rayonnement, ça chauffe à mort, le truc il peut attendre 100 degrés en 2 secondes de rayonnement et il peut réagir avec le plastique qui lui était censé être transparent au rayonnement. Donc tu peux avoir des risques qui sont liés à la nourriture que tu as mis dans ta barquette au micro-ondes. C'est pas la barquette au micro-ondes, c'est ce que tu as mis dans la barquette au micro-ondes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si c'est un plat qui est un peu acide ou un truc comme ça peut être différent d'un plat qui va avoir d'autres propriétés. Mais donc ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que je sais pas, vous déjà, qu'est-ce que vous faites au niveau des bouteilles? En général, vous évitez les bouteilles c'est pas... Vous êtes à l'eau filtrée Ouais, à l'eau court. Mais on ne sait pas si on a raison, hein, par contre. Non, là, ce qu'on sait pas par précaution. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas lequel est le moins bon. Parce que dans tes canalisations, t'as aussi des problèmes, il y a les pilules, les hormones. Donc en fait, oui, il faudrait de l'eau filtrée idéalement.
nous, ce qu'on se dit, c'est que l'eau en bouteille, pour nous, fait vraiment pas sens. Oui, de toute On façon. n'a pas installé de filtre. Oui. Donc, bon. Mais après, ça, c'est notre décision. Je pense que oui, idéalement, il faudrait de l'eau filtrée. Et par contre, là où vous êtes beaucoup plus... vous faites beaucoup plus attention, c'est sur tout ce qui est les liquides chauds, c'est ça, en contact avec le plastique. Là, vous dites qu'il faut vraiment faire un peu plus gaffe. Ouais. Et surtout, tout ce qui est silicone. Tu trouveras pas de silicone dans notre cuisine, à part la petite marquise, là, Maryse. Ouais. Et la Maryse, on l'utilise que sur des plats froids. Mais genre je pour faire des gâteaux au chocolat. Mais attendez, vous allez vous foutre de moi, mais je pensais que le silicone, c'était pas du plastique, c'était naturel. Non, le silicone, c'est du plastique? Oui, c'est... En fait, alors, c'est des plastiques un peu particuliers. Je pensais que c'était tout naturel, tout bien, et que du coup, c'était bon. Bah, donc, ce qu'on va appeler plastique, c'est un ou des polymères. Donc, en fait, c'est un peu la façon dont les atomes se regroupent entre eux. Donc, quand tu prends une molécule d'eau, tu as 3 atomes qui sont accrochés les uns les autres. Ok. Un oxygène et 2 hydrogènes. C'est ça? Oui. Ouais. Et quand tu prends une chaîne de plastique comme celui de la bouteille, en fait, on a des centaines de milliers qui sont attachés les uns aux autres. Donc, c'est un truc méga dense, méga complexe. Ouais. La base, c'est du carbone. Et dans les silicones, la base, c'est du silicium. Attends, je me trompe pas. Ouais, de l'atome SI, quoi. Voilà. Attention, parce qu'en anglais, ça change. En anglais, c'est silicone. Et voilà. Ok. On est d'accord, c'est pénible. Non, c'est silicium. Non, c'est pas. Non, c'est pas si. Bon, bref, ok, silicone. On vérifiera. Donc, c'est un type de plastique un peu particulier qui est souvent, on le met un peu en dehors de la catégorie des plastiques. Ouais. Mais en fait, dans l'appellation un peu scientifique qu'on va faire de plastique polymère plus additif, ça rentre pile dedans. Parce que justement, c'est des trucs qui sont un peu à la mode, le silicone, quand vous allez dans des magasins un peu hype, on vous vend ça comme alternative au plastique, justement. Ouais, vous en méfiez aussi Ah, on s'en méfie à mort, surtout pas au four. Ouais. Les nouveaux plastiques, tout ce qui sont appelés bioplastiques à base de maïs et tout ça aussi. Ouais. Enfin, nous, il y a plein de gens qui nous disent « Ah, mais regardez, moi j'ai des trucs en plastique. » Non, c'est du plastique en fait. C'est pas parce que c'est fait différemment et puis que c'est forcément mieux. Enfin... Mais ça j'avais une question là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je vais au supermarché, maintenant, effectivement, quand je veux prendre mes fruits et légumes, ils me proposent des petits sachets qui ont l'air vachement écolo et tout, bioplastique, tout ça. J'ai cru comprendre que il y avait 2 catégories. Il y avait la catégorie où, en gros, c'était juste du plastique, c'est juste qu'on l'a fait avec des sources naturelles, mais c'était du plastique. Et il y avait une autre catégorie de plastique que tu pouvais faire avec ces sources naturelles qui, là, était biodégradable si tu la mettais au compost. Mais si tu la mets pas au compost, ça avance pas vraiment le schmilblick, quoi. En fait, c'est compliqué. Désolée, ça va être souvent notre réponse. Pas grave, vous êtes là pour ça. Il y a des bons et des mauvais élèves dans le bioplastique. Bioplastique, ça veut tout et rien dire, c'est comme biodégradable. En fait, biodégradable en soi, ça veut rien dire. C'est biodégradable par compostage, par méthanisation. Ouais. En fait, c'est quoi la fin de vie réelle? Je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est de prendre une feuille. Elle tombe d'un arbre, elle finit sur le bitume. Elle va se biodégrader en je sais pas combien de temps, mais ça va être long. Elle finit dans la terre. En beaucoup moins de temps, elle sera dégradée et assimilée par la nature. Oui, d'accord. Ouais. C'est la même chose, mais avec du plastique. Et du coup, comme pour le recyclage, ton compost, en fait, c'est des questions de dosage et de mélange. Donc, et il y a des bons élèves, il y en a qui se dégradent réellement, mais il y a aussi des mauvais élèves. Et nous, par vision globale du sujet, le mieux, c'est de se dire est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux m'en passer? Et en fait, plutôt qu'entre la peste et le choléra, je préfère ne pas choisir. Parce qu'en fait, tourner vers les bioplastiques, c'est un peu comme toutes les personnes qui vont se tourner vers le carton parce qu'elles ne veulent pas utiliser de plastique. Ouais. Parce que dans l'alimentaire, la plupart du temps, dans ton carton, il y a du plastique, quoi. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, ok. Donc ça n'apporte pas quelque chose de révolutionnaire non plus. C'est intéressant. Faut pas mettre une croix dessus. C'est comme pour le recyclage. En fait. C'est très compliqué. Et la biodégradabilité, c'est vraiment un sujet qui est vraiment compliqué. Il y a des très bons élèves, mais nous, les résultats qu'on a, au final de toutes les études, c'est que les bons bioplastiques,
c'est ceux qui, en fait, qui vont être en contact avec de l'eau, donc quand tu vas les toucher, ils vont se dégrader. Et ça, dans l'alimentaire, ça n'existe pas. Parce que tu veux justement des couches barrières à l'oxygène, à l'eau. Mais moi, ce que je voulais faire, typiquement, si je veux avoir bonne conscience quand je prends mes bioplastiques au supermarché, j'ai vu là sur le site internet de Vallée Sud, je pouvais me faire livrer un composteur à lombric. Et si je prends mes sachets au supermarché et que je les mets dans le composteur à lombric, je suis pas bien. Faut demander aux lombrics. Hein. Tu les comptes tous les 6 mois, tu fais un décompte. Tu vois, s'il y en a qui sont un peu malades, s'ils ont tous disparu, c'est qu'il y a un problème. S'ils changent de taille, ils sont plus petits. Non, et en fait, ça va être des questions de dosage. C'est combien tu vas mettre de sacs plastiques pour combien de matières autres. Et après, ça va dépendre de qui a produit parce qu'il y en a qui, en fait, s'annoncent biodégradables, mais en fait, c'est par compostage, en fait, à 90 degrés, pas à 60. Et en fait, est-ce que tu fais bien pipi caca dans ton compost? Tu vois, il y a peu de personnes qui savent réellement bien gérer leur compost. Et nous, pour avoir discuté avec beaucoup de composteurs, la réaction première de tous ceux qui font du compost, les alchimistes et compagnie, c'est le bioplastique, c'est non. Parce qu'en fait, on ne saura pas... Pour les méthanusaires aussi, Suez, ça les intéresse pas, le bioplastique, en fait. Ça va venir créer des couches barrières. Ça va potentiellement être un risque pour ton compost. Donc, est-ce que tu préfères avoir un compost bon ou un compost potentiellement pollué? Le choix est vite fait, quoi. Ça, je veux bien qu'on en parle un petit peu, parce que là, on parlait de la catégorie bon élève, entre guillemets. Si maintenant, on s'intéresse, si j'ai bien fait mon travail, au PE basse densité, donc si j'ai bien compris, ça va être tout ce qui est les sachets de salade, les sacs plastiques, toutes ces choses-là. Enfin, en gros, je pense que les gens verront, c'est tout ce qui est les sachets, où en gros, on sent que c'est très light. Ça, j'ai l'impression que ça, c'est tellement peu dense qu'on va rien en faire de spécialement intelligent. Est-ce que je me trompe? Oui. En fait, déjà, il faut... là, on a vraiment beaucoup parlé emballage à la maison. Ce type de matériau-là, donc le film transparent plastique, il est massivement utilisé dans tout ce qui est logistique, commerce, etc. Il n'est pas ancré. Tu vois, il reste transparent, il n'y a pas un tas de dessins pour te vendre du pain de mie ou je sais pas quoi. Par exemple, tu vas enrouler tes cartons avec. Ça se recycle super bien. Ah, mais c'était une de mes questions. C'est-à-dire que, oui, sur mon sachet de salade, il y a plein de marques, il y a plein de trucs dans tous les sens, moins 25% de plastique, bio, sans pesticides, machin. Ça, j'imagine que ça pollue le produit, quoi. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, l'encre, c'est du plastique. Non, je savais pas. Ouais. J'ai même pas oublié, je savais pas. D'accord. Souvent, on oublie l'encre. Et en fait, l'encre, c'est du plastique. Voilà. Et du coup, tu vois, même sur du carton, du coup, tu as du carton ancré, tu as du carton avec du plastique. Parce que tu as des pigments, de la couleur et un vecteur de pigments. Donc, la base, c'est l'eau, par exemple. Aujourd'hui, c'est que des résines dérivées du pétrole. Mais en fait, ce qui est vraiment... je vais repointer le doigt dessus, hein, mais ce qui est vraiment intéressant là pour ton sachet de salade, parce qu'on a des bons exemples, parce qu'avec tous les nouveaux emballages, comme tu dis, qui arrivent, typiquement, il y a beaucoup de choses qui sont remplacées par du carton. Et on l'a vu, hein, le plastique, c'est pas forcément intéressant. Ça peut avoir des impacts sur la santé. Il y a plein d'inconvénients avec le plastique. Si tu regardes vraiment sur le papier, des fois, et souvent même remplacé par du carton, en fait, au niveau gaz à effet de serre, par exemple, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Parce que tu vas utiliser plus de matière. Il ne faut vraiment pas oublier que le plastique, c'est un matériau qui est vraiment intéressant parce qu'au niveau ratio, poids du matériau, résistance du matériau, tu as vraiment quelque chose qui est imbattable. Et du coup, c'est vraiment compliqué. Outrepasser le fait que tu aies du plastique vraiment partout, genre dans l'alimentaire, sur les cartons, dans les canettes, dans ta bouteille en verre, t'as un jouet en plastique, donc il y a du plastique partout. Des fois, ça peut rester pour l'environnement, pas forcément pour notre santé, intéressant de rester sur du plastique moins lourd et en réalité moins de matière, en fait, parce que c'est pas le poids du transport qui va peser, c'est le poids de la matière et de l'extraction et de la transformation de cette matière en objet qui va être jetable.
Mais donc ces sachets-là, donc on n'a qu'à prendre le sachet de salade pour exemple, quand ils vont au centre de tri, on sait en faire quelque chose. Non, parce que ancrés. du coup, là, on a dit... Ils sont quoi? Ancrés. Ceux qui sont pas ancrés... Ancrés, c'est on les met dans un trou. Non, Ah ancrés, non, c'est pardon. avec de l'encre. Avec de l'encre. Pardon. Pardon. Ancrés. Donc oui, ceux qui sont ancrés, du coup, ceux qui C'est ont de ça. l'encre, le sachet de salade, ça on en fait quelque chose ou pas? Non, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont recycler ce genre de film-là, ce qu'ils recherchent, c'est du film transparent, parce que tu veux refaire du film transparent. D'accord. Donc forcément, si tu as de la couleur dessus, ça va faire un mélange qui est pas joli. Donc tu peux pas en refaire du transparent. Donc tu as quand même des gens qui peuvent recycler Ah un oui. peu. Tu vas avoir le sac poubelle, par exemple. Et d'ailleurs, souvent, le sac poubelle, il sent un peu fort. La raison, c'est parce que tu as du plastique recyclé qui s'est un peu Ouais. dégradé. Ça, c'est une odeur très particulière. Surtout sur le polyéthylène, c'est une odeur très caractéristique. En fait, pourquoi je pose ces questions? J'ai une question un peu provoque, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu plusieurs scandales où, en fait, on voyait que nos déchets, ou peut-être ceux des Américains, se retrouvaient en Asie. Et puis, en gros, les mecs, ils prennent ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse pas, bah, soit ils le jettent par terre, ou soit ils le jettent dans la mer. Et donc, ça paraît tellement aberrant que, en fait, la question un peu provoque, c'est, je me dis, est-ce que vous, il y a des choses où on vous dit qu'il faut le mettre dans le bac jaune, mais où vous dites, moi, je sais pertinemment que ça, on va rien en faire, et je vais économiser du temps et de l'argent à tout le monde, et j'ai pas envie qu'il se retrouve je sais pas où, et je vais juste le mettre dans la poubelle normale. Il y a des trucs que vous... Ouais. Ouais. Il y en a plein, mais en fait, on sait aussi que la première étape de tri est excessivement importante. Du coup, c'est le combat perpétuel dans notre tête. Il y a deux personnes qui se parlent et on est complètement en dissonance cognitive. T'as le jour, la barquette de jambon, je vais des fois l'acheter dans le bac jaune, des fois dans ma poubelle. Et... Parce que je sais qu'il n'y a pas de filière. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, je sais aussi qu'il faut absolument trier. Parce que sans le tri, il n'y a pas. Donc, tu vois, le pot de yaourt, c'est pareil. Ouais. C'est... Bon, ça fait 15 ans qu'ils nous disent qu'il y a une filière en développement. En gros, il y a 2% des pots de yaourt qui sont recyclés. Dans ma région, je sais que l'usine n'est pas là. Tu vois, mais en même temps, je sais que demain, si je veux une deuxième usine qui ouvre, il faut que je jette mon pot de yaourt. Ah ouais. Donc, mais bon, oui. Bon. En vrai, tu vas quand même jeter et donc payer pour des choses qui vont aller au centre de tri, qui vont derrière repartir à l'incinérateur. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que tu as qui est- payé 3 fois ton impôt. Tu l'as payé sur... C'est ça. quand tu achètes le produit, tu la payes sur l'impôt de tes poubelles, plus l'impôt de... Quand tu payes la taxe poubelle, plus sur l'impôt de domiciliation, je sais plus son nom là, mais... donc tu payes 3 fois. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que vous avez une bataille, en gros, dans votre tête, où vous vous dites, bah là, à l'heure actuelle, je sais très bien que personne va en faire quelque chose de ce déchet-là, donc je vais économiser de l'énergie à tout le monde et je vais juste le jeter. Mais en même temps, vous vous dites, mais si je le mets pas dans le bac de tri, ça risque de pas créer une demande et ça risque de peut-être pas pousser les filières à se créer, quoi. Mais c'est quand même deux concepts qui s'opposent, ouais. Mais ça, c'est ce que Lisel se dit. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ah, mais donc toi, les trucs où tu sais qu'on va rien en faire, tu les jettes. Même les trucs où je sais qu'on va faire des trucs, des fois, je les jette à côté exprès en me disant, bah là, vous m'avez pas donné ces réponses sur Twitter, vous aurez pas ma matière. Chais. C'est pas vrai, en plus, on retrie les poubelles. Mais non, mais c'est hyper intéressant. C'est vous qui connaissez. Du coup, il y a certains trucs juste, bah non, ça va pas dans la poubelle jaune, quoi, en fait. Oui, puis je m'énerve. Enfin, tu t'énerves à chaque fois que tu jettes un Ouais, truc, c'est que tu toujours on sais s'énerve. que ça sera pas recyclé. Je Ouais. me dis, mais ils nous prennent vraiment pour des débiles, quoi. Bah, il y a ça aussi. Il y a ce côté, t'as pas envie de passer pour un pigeon, quoi. Tu te dis, bah non, je vais pas le mettre dans cette poubelle parce que je sais que vous allez rien en faire. Donc, Bah, surtout avec l'extension des consignes de tri, quoi. Vraiment. c'est quoi l'extension des consignes de tri? Bah, le fait que tu puisses maintenant tout mettre dans ton bac jaune. Oui, bac oui, c'est vrai que je suis allé sur le Voilà. site de Valais Sud et il y a une petite vidéo qui t'explique alors qu'est-ce que tu peux mettre dans le bac de tri? Bah, tout, en fait, concrètement. Mais c'est parce que, en fait, ils veulent créer des centres de surtri pour revenir trier les balles. Sauf que nous, on sait les ratios. On sait que en fait, ce centre de surtri, il va coûter énormément pour aller chercher que 10% du plastique en plus. Et qu'en fait, tu pourrais aller le chercher ailleurs. Tu vois, et sans même parler de plastique, parce que là,
même si on parle du les plastiqueurs, moi j'aimerais ramener ça à la question plus générale du verre ou de l'aluminium aussi, vraiment dans le recyclage, parce qu'on a l'impression que le verre, ça se recycle à l'infini, l'aluminium, ça se recycle à l'infini, mais en fait, dans l'emballage, encore une fois, il y a du plastique, donc l'infini, et puis de base, l'infini, ça n'existe pas dans le monde du recyclage. Tu prends les canettes en aluminium, parce que ça, c'est vraiment un bon exemple, parce qu'on pourrait vraiment s'améliorer. En France, on te dit c'est recyclable à l'infini, tes canettes. Bon, passer outre le fait que tu as ton plastique intérieur-extérieur, le taux de collecte, pas de recyclage, des canettes en aluminium, c'est 60%. Au Canada, c'est 90%. Ah oui, quand même, ouais. Ok. Tout simplement parce qu'au Canada, ils ont les machines où tu viens rendre ta canette. Ok. Et nous, c'est parce que c'est dans les bacs jaunes, à la maison. Alors ça, on arrive très bien à les récupérer et à les trier. Sauf que souvent, tes canettes, tu les consommes où ? Tu les consommes dans la rue. Donc, il y en a une grande partie qui va finir dans des poubelles qui ne sont pas triées, en fait. Et tu vois, là, tu pourrais aller chercher... au Canada, ils ont les chiffres, du coup. Tu pourrais aller chercher 40% en plus. 40%. Et là, nous, on est en train de payer... Alors, chez nous, c'est la taxe des ordures ménagères. Et on a pris 220% dans la figure, à payer en plus par an, pour aller chercher 10% en plus des déchets. Et on voit à quel point on fonce droit dans un mur. Et là, par contre, là, ça nous exaspère. On a tendance à mettre ça dans la poubelle noire. mais les canettes, du coup, il y a pas de problème particulier avec la petite résine en plastique à l'intérieur. Vous dites, c'est perdu. C'est perdu. En fait, ça part en fumée. Et puis, tu refais pas de la canette avec de la canette. Parce qu'en fait, la canette, c'est 3 alliages différents. T'as la languette, t'as le dessus de la canette, t'as le corps. Donc, tu vas souvent faire des blocs moteurs de voiture. Voilà. Il y a toujours une fuite en avant. Tu vois, enfin... On avait parlé de la start-up, la boucle verte, que je pense que vous connaissez. Ces 3 gars qui avaient essayé, alors si je ne me trompe pas, ils avaient essayé de mettre en place un système de recyclage des canettes, c'est ça ? Et juste, c'était pas possible, en fait. C'était ça la conclusion ? Oui, oui, alors je sais financièrement, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ? Bon, il y avait plein de raisons, mais je pense que, en tout cas, dans le livre Les Plastiqueurs, c'est évoqué, c'est le côté où ils ont été vachement déçus quand ils se sont aperçus qu'à l'usine qui rachète du déchet ménager, donc il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais il y a par exemple la Fimec qui le fait, les mecs font du bloc moteur, ils refont pas des canettes. Pour des questions de mélange d'alliage, de demande, etc. quoi. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant de comparer, c'est en fonction des pays. Tu vois, et pourquoi le Canada, ils en sont à 90%? Et en fait, tu regardes l'historique du Canada, en fait, ils vendent tout en canettes. Et en fait, ils ont les usines pour faire l'alliage, pour faire les alliages. Et en fait, du coup, forcément, c'est des vendeurs de canettes. Nous, en France, on va plutôt être orienté sur le plastique. D'accord, ouais. Tu vois, on a les usines. D'accord. Et mais donc, ça veut dire qu'il y a... En fait, quand on parle de recyclage des canettes, c'est juste pour en faire autre chose et on peut pas forcément refaire des canettes, ou si on pourrait quand même, si on faisait un petit effort. Oui. on pourrait... En fait, tu peux, en ce sens que... quand Lise a dit il y a plusieurs alliages, la différence, c'est que tu n'as pas d'aluminium pur. Tu as des mélanges. Donc, un alliage d'aluminium, ça veut dire que tu as un peu de magnésium, un peu de manganèse, tu peux avoir du chrome, du cuivre, du fer, etc. Bon, ça, c'est vrai pour tous les métaux, et c'est encore plus vrai pour l'aluminium. Donc, ce que je veux dire, c'est que la différence entre la petite clé qui permet d'ouvrir la canette et le corps de la canette, c'est une différence de pourcentage entre manganèse, magnésium, etc. Si je veux refaire un des 2 éléments, disons le corps de la canette, il faut que quand j'ai fait fondre les 3 éléments ensemble, j'ai les bonnes proportions pour un des 3 éléments. Donc, une des manières d'opérer ça, c'est de rajouter de l'aluminium pur pour diluer. C'est-à-dire que si j'ai trop de manganèse, je remets un peu d'aluminium pur, ça va venir diluer le manganèse. Mais ce que je comprends pas dans ce que tu dis, c'est que sinon, si tu fais fondre que des canettes, du coup, tu as forcément la bonne proportion. Ah non, tu l'as pas parce que c'est 3 alliages différents. Ah, par canette, tu peux changer d'alliage Non, le corps, le dessus de la canette c'est ça que j'avais pas compris. D'accord, il y a des zones dans la canette. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Mais c'est pénible. Oui. Ça, on peut pas te répondre à 100% non, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle usine qui a ouvert dans le nord, il me semble. Mais ils nous ont jamais répondu. On leur demande. On leur dit, mais les gars... Et en plus, on leur demande sur Twitter. On leur dit, mais les gars, les 3 alliages différents, comment vous refaites pour refaire de la canette avec ces 3 alliages? Et en fait, on n'a pas de réponse. Ouais. Donc après, tu as la possibilité
de faire du titrage, d'alliage. Ouais. Tu vas exprès venir ajouter, je sais pas quel type d'acide dans ton bain en fusion, et puis ça va se complexer avec, disons, le magnésium, et ça va s'évaporer. Ouais, d'accord. Tu peux enlever certains composés. Il y en a, c'est techniquement faisable, mais c'est trop cher, on le fait pas. Il y en a, on sait très bien le faire. Et tu peux aller chercher d'autres typologies de déchets à mélanger à tes canettes, exprès parce que tu sais qu'à la fin, tu auras le bon alliage pour faire tel type de truc. Ah, oui, d'accord. En dernier, en Russie, ils ont 100% du marché des canettes qui est en aluminium. Ici, il y a aussi des canettes en fer, etc. Parce qu'ils ont une grosse industrie de l'aluminium. Ils ont des usines où ils ont des machines exprès pour séparer les alliages avant de les faire fondre. Donc tu chauffes le plus haut possible. Et en fait, en fonction de l'alliage, il va pas être fragile pareil. Et donc, une fois que tu as broyé, si tu secoues à fond, ça va se casser plus ou moins petit. Et il sépare par taille comme ça et il récupère les alliages. Ouais, d'accord, ok. Oui, mais enfin, ouais. C'est-à-dire que ça. Enfin, je trouve que ça me fait penser un peu aussi au sujet où. Enfin, on parle aussi souvent des types d'emballage où c'est plusieurs couches. Alors, je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais je sais pas, certaines barres chocolatées, en gros, ça va être une couche à l'extérieur et puis ça va être brillant à l'intérieur. Enfin, j'ai l'impression que, ok, oui, il y a moyen de recycler si tu le mets dans un bain de je sais pas quoi et puis que tu commences à faire fondre telle couche, puis après tu prends le reste et puis tu le mets dans un autre endroit. Mais c'est juste que, ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a peut-être pas un business model non plus pour faire ça de façon viable, quoi. Bah, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que, surtout pour les emballages, c'est chacun fait sa petite popote dans son coin. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Sa recette perso, c'est vraiment un peu comme la recette du Coca. C'est mon secret, en fait, et c'est là où il va faire sa marge, en fait. Ouais, d'accord. Et franchement, il y a des emballages. Les mecs, ils pourraient construire des fusées, quoi, vraiment. La barquette de jambon, t'as 7 à 8 couches différentes. Dans ton truc, t'as l'impression que c'est un seul truc, là. C'est 7 à 8 couches différentes de plastique, quoi. Ouais. Donc après, il faut surtout pas partager la recette. Donc pour le recycleur derrière, qui se retrouve avec je sais pas combien de barquettes différentes et qui en fait, à qui on demande tout simplement de refaire un gâteau au chocolat avec 10 gâteaux au chocolat différents. Bah ton gâteau au chocolat, il y a de grandes chances qu'il y a un bon morceau de cramé qui soit pas bon et que en fait tu peux le donner au cochon. Voilà. Tu vois. Donc tu pourras en faire quelque chose. Ouais. Mais voilà. Ouais, on a bien compris. La recette tu peux vraiment comparer le recyclage de manière globale à la cuisine. Non, je vois la métaphore. Et est-ce qu'il y a aussi, il y a la notion de petit, c'est-à-dire juste le truc il est trop petit, laisse tomber quoi. Il y a ça aussi. C'est des questions de quantité de matière. Non mais en fait, ça dépend. Ça va dépendre. Mais il y a quand même des questions de quantité de matière. Nous, on se pose vraiment la question, parce que justement, toutes les éco-conceptions, c'est réduire au maximum le poids de l'emballage pour éco-concevoir. Tu réduis, parce que c'est vrai, on l'a dit au début, l'impact premier, c'est le moins d'emballage possible, parce que c'est la production qui a le plus d'impact. En faisant des raccourcis vraiment très simples. C'est pas tout à fait vrai comme phrase, mais... Non, mais ok. Le fait que tu réduis, en fait, pour recycler, si tu veux avoir quelque chose de financièrement rentable, tu vas avoir de la massification de la quantité. Donc, en fait, tu as les deux qui se mordent la queue. Tu vois, les pots de yaourt, typiquement, c'est petit, c'est intéressant, il y en a assez pour aller les chercher. Mais en fait, tu vois, nous, des échos qu'on a eus, c'est que c'est aussi pas intéressant parce que c'est trop petit. Là où tu collectes une bouteille d'eau, faut collecter, je sais plus, c'est 10 pots de yaourt, je crois. Et puis à la rigueur, il faudrait qu'ils soient tous dans la même matière pour que ça... Parce que je pense qu'il doit y en avoir assez en soi des pots de yaourt. Il y a pas mal de gens qui mangent des yaourts, mais si ils sont dans 8 matières différentes avec des alliages où on veut pas dévoiler le secret du pot de yaourt, bah c'est compliqué. Ouais, et puis après là, nous c'est des questions qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi il n'y a pas un standard qui dit les pots de yaourt sont en PP et puis on n'en parle plus, ou en polystyrène. Et en fait, là, tu as affaire à des... là, typiquement, c'est Total qui gère le PS, c'est ça? Bah non, mais il y a plein de vendeurs de polystyrène. Oui. Ouais, mais en gros, tu vas avoir affaire à des lobbies qui vont en fait dire bah non, mais pourquoi moi je serais défavorisé par rapport à un autre? Ouais. Tu vois, et c'est vrai que là, tu es sur des libres marchés, tu peux pas te permettre de dire bah non, lui, il a le droit, pas toi. Tu vois, t'as des usines entières qui ont été développées pour. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que ça ferait sens d'avoir
une législation, ou selon vous, dans un monde idéal, où tu te dirais, mais en fait, pour l'alimentaire, vous avez le droit à 5 types d'emballage, et puis voilà les caractéristiques, et puis voilà, have fun. Ça pourrait être viable ou pas, ça? Enfin, comment tu vends des produits pas bons sans un marketing sur l'emballage un peu poussé? Non, mais c'est vrai aussi. Ah oui, parce que dans ce monde-là, ça serait pas facile de mettre forcément de la peinture, c'est ça Oui, ou c'est ça. d'une manière générale, de différencier vraiment l'emballage. Oui. Tu vois. Parce que le combat porte souvent sur l'emballage, alors qu'en réalité, il y a un contenu à l'intérieur. Et le Oui. contenu a quand même beaucoup plus d'impact que le contenant. En théorie. En théorie, oui. Mm. Et si tu vends du coca, tu le vends alors, faut pas prendre au pied de la lettre, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais tu le vends dans une bouteille en plastique ou une bouteille en carton, le plus gros de l'impact, c'est ton coca. C'est pas l'emballage. Et en fait, il y a aussi cette question de détourner le combat en permanence sur l'emballage plutôt que sur le contenu. Et c'est pour ça qu'Enzo disait le marketing, parce que l'emballage sert à faire du marketing et à vendre. Et même sur les emballages, on voit maintenant, à l'heure actuelle, ils vendent plus l'emballage que ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vendent plus le fait que ton emballage il soit recyclable, 100% recyclé, en carton aussi, machin. Et en fait, il y a quoi dedans? Je vais manger quoi, là? Et ouais, enfin bref, voilà. Mais ça serait potentiellement viable d'avoir quelques emballages. En fait, ce qui se cache derrière ma question, c'est est-ce que, au-delà du marketing, il y a vraiment une nécessité technique à avoir tous ces emballages qui sont conçus comme des satellites, vous disiez, limite c'est secret défense. Il y a des arguments techniques ou juste non, mais les gars, en fait, vous prenez juste. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, quoi. En fait, il y a un peu des deux. C'est un peu dur. Enfin, ce serait un peu trop simplifier le problème parce que l'emballage, il répond à genre une vingtaine de critères techniques pour protéger la nourriture qui sont quand même assez élaborés. Ouais, quand même. Et donc, trop simplifié. Enfin, ça serait trop simplifié de dire oui à ta question, tu vois. Mais par exemple, du sucre blanc, tu peux le vendre dans un format un peu brique, dans une poche en carton, là. Et tu peux partir sur des élaborations sans fin de la poche en plastique brillante avec les petites dosettes à l'intérieur, avec différents. Enfin, tu peux imaginer un tas de possibilités pour vendre du sucre sans que l'emballage, il n'apporte vraiment plus que ce que celui de base faisait. Ouais. Et donc là, ça vaudrait le coup de dire, bon, vendez le sucre comme ça, voilà. En fait, moi, je pense que s'il doit y avoir des réglementations et des standards, dans ces cas-là, standardiser pour que tu passes sur de la consigne et du réemploi. Parce que, en fait, si tu as standardisé, pourquoi partir sur du recyclage, sur vraiment des matériaux qui vont servir à du jetable et alors que, en fait, tu peux faire des boucles de réemploi. Je pense que ça serait plutôt là-dessus. Mais je sais que le pas est vraiment dur. Et le pas est dur à passer. C'est un changement d'habitude. Et un exemple que j'aime vraiment bien prendre, c'est qu'on nous dit toujours le consommateur n'est pas prêt. Mais en fait, le consommateur, quand on lui a demandé de jeter ses couverts en plastique et ses assiettes en carton dans la poubelle, il n'était pas prêt. Après-guerre, il les gardait dans les placards. Ils ont dû faire des spots publicitaires pour qu'on jette dans les poubelles, en fait. Donc, l'acte de consommer, jeter, on nous l'a appris. Donc, il faudrait aussi apprendre à nous le désapprendre, mais clairement, financièrement, c'est pas intéressant. Et ça ressemblerait à quoi, du coup, un monde où il y a moins d'emballage, donc un monde avec une consigne, en fait, ça ressemble à quoi? Un supermarché Ah, attention, hein, parce que le supermarché, si tu as 100 produits au début, tu auras 100 produits et 100 emballages à la fin aussi. On parle bien de 100 emballages jetables. Donc si on dit un monde avec moins d'emballages jetables, on n'a pas dit un monde avec moins d'emballages. Attends, faut que tu me la refasses. Ok. Souvent, on va dire on veut moins d'emballage. En fait, on veut pas moins d'emballage, au contraire. Ouais. On veut, parce que si on finit par avoir des trucs qui périment et qu'on doit acheter, c'est débile. Alors, quand il y a le conserve qui te permet de garder les haricots un an, c'est fantastique. Oui, c'est vrai. Ce qu'on veut, c'est juste dire pourquoi est-ce qu'on a autant de volume de trucs qu'on jette. Donc, le supermarché, en fait, ça pourrait être potentiellement un peu le même. La plupart des emballages, ils seraient sûrement un peu plus lourds, donc plus polluants à produire, mais ils seraient réemployés. Donc, à la fin, tu le ramènes chez toi, soit tu as des bandes de déconsignation dans la rue, soit tu retournes au supermarché avec tes emballages, mais ça peut être quand même vite compliqué si tu dois te trimballer à chaque fois 10 000 trucs, quoi.
Et donc ça voudrait dire qu'un monde avec une consigne, c'est un monde où on continue à acheter des produits dans des emballages, peut-être un peu plus rigides, c'est ce que tu dis, un petit peu plus gros, un petit peu plus durable, mais c'est juste qu'on les rapporte, quoi, finalement. C'est juste ça. On les réutilise, ouais. Ouais. Il y a une vraie notion à combattre, vraiment, et une simplification. Il faut vraiment comprendre que le problème, il est lié à l'emballage jetable. C'est vraiment le jetable le problème, en fait. Et l'emballage dans l'alimentaire, t'en auras toujours besoin. Tu le vois dans le vrac. Tu le vois dans la... Ouais. En fait, il y a toujours un emballage qui est présent. Ça fait 2000 ans que ça existe. Enfin, 10 000 ans que ça existe. Je veux dire, les amphores romaines, c'est toujours l'exemple qu'on prend, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est un emballage. Ouais, mais justement, en parlant des amphores romaines, je me sens toujours mal quand j'achète du dentifrice ou un truc qui n'est pas périssable, de l'avoir dans un truc où, en gros, il y a 3 millilitres. Est-ce que le supermarché de demain, c'est pas aussi le supermarché où tu peux acheter quand même des quantités un peu plus grosses, surtout pour des trucs non périssables? Qu'est-ce que vous en dites de ces trucs-là? Parce qu'on dit, oui, c'est ok, c'est toujours la même quantité d'emballage, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi obliger certains constructeurs à autoriser la vente en plus gros volume, quoi, finalement? Ouais, alors, tu peux déjà avoir un aperçu de ça quand tu vas souvent dans des boutiques de vrac spécialisées, où tu vas forcément retrouver le dentifrice solide, par exemple. Ouais. Donc on peut dire, en fait, que l'emballage il soit jetable ou pas, le problème n'est pas là, c'est qu'on achète 80% d'eau quand on achète un dentifrice. C'est une émulsion à base d'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas que le concentré? Je savais pas ça, ok. Et voilà. Et donc... Sur les shampoings et les produits, en fait, sur les produits de beauté de manière assez globale, les produits d'hygiène, c'est souvent de l'eau, en fait. Et ça, il y a des marques qui se sont créées, justement, qui te vendent des billes. Ouais, d'accord, ok. Des billes ou des dosettes. Et après, toi, tu viens mettre ton eau à la maison. Et en fait, du coup, t'économises énormément sur la quantité de matière qui est vendue et d'emballage. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit de plus en plus. Et au lieu de trimballer des produits emballés qui contiennent beaucoup d'eau au supermarché, puis après à la maison pour après jeter l'emballage, là, en fait, tu te sers en vrac un produit solide, par exemple. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin et une demande, parce que je ne savais pas que ça existait en sortant des produits de beauté. Les bouillons, les trucs qu'on vient mettre, ajouter quand on fait à manger, les cubes exhausteurs de goût, un peu tout ça, ils vendent la même chose en bouillon. Donc t'achètes comme t'achèterais un jus d'orange ou un truc, ton bouillon comme ça. Donc ça veut dire les types ils sont même pas capables de mettre de l'eau avec leur bouillon, quoi. Et genre c'est là. Alors je suis pas allée regarder derrière l'emballage, mais pour moi c'est quand même la même chose. T'as pas besoin de vendre ton bouillon dans un cube pour que ça ressemble à un bouillon. Apparemment si, il y a des gens qui achètent ça. Et sûrement ça doit être plus cher en plus, parce que du coup t'en achètes moins. D'accord, mais je connaissais pas cette astuce. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, vous dites que y a, d'ailleurs ça pourrait marcher avec même les sodas, hein. Les gens qui aiment bien boire les sodas, même si c'est pas très bon pour la santé. Ouais, tu peux l'avoir en poudre finalement, et puis tu le mets dans de l'eau pétillante et puis ça revient au même. Mais les gens qui ont déjà des soda stream, par exemple, les machines qui servent à faire les boissons pétillantes, il me semble que tu achètes de la poudre Coca-Cola, par exemple. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même des travaux de recherche à faire, parce que après, moi je bois pas énormément de boissons gazeuses, donc je pourrais pas je pas la référence. Mais c'est vrai qu'on entend souvent que, par exemple, le Coca McDo, c'est coupé à l'eau et que c'est pas bon, ça n'a pas le même goût. Donc, je suppose... Et c'est vrai que nous, on nous l'avait dit pour les shampoings. C'est pas la même formule que tu peux utiliser. Tu peux pas t'amuser de passer... En fait, c'est pas juste tu retires l'eau. C'est tu vas refaire une formule complète pour avoir un truc solide. Et en fait, tu peux pas t'amuser à changer en claquant... juste en retirant l'eau, tu vois. Donc, je suppose que pour la recette du Coca, tu auras les puristes qui te diront... Ouais. C'est vrai que moi, je trouve ça meilleur au McDo. Mais du coup, ça te rejoint sur le fait que c'est différent. Il y a d'autres législations dont on n'a pas parlé qui pourraient être très bénéfiques selon vous Oui. En fait, on a beaucoup parlé emballage. Le gros du déchet, il est par exemple dans le bâtiment. Et dans tout ce qui va être déchets d'entreprise, d'industrie, etc. Avant d'être dans les déchets qu'on a à la consommation. Donc, un des moyens de réduire ça simplement, c'est d'imposer
des pourcentages de matière recyclée dans tout ce que tu produis. C'est-à-dire, peu importe que tu produises un pare-pain, un pneu de voiture, un siège de bébé pour une voiture, un vélo, il faut que tu aies de la matière recyclée dedans, de base. Le fait d'avoir une obligation, tout produit confondu, et on sort de l'emballage, quitte à ce que même les emballages, ce soit la seule exception, tu vois, ça serait un truc qui ferait vachement avancer les choses, quoi. Ah oui, j'avais pas pensé. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si on reste dans l'espèce de logique où on n'a pas trop envie d'avoir des trucs un peu obscurs qui touchent la nourriture des gens, on pourrait rester sur des emballages neufs pour la nourriture, pourquoi pas, c'est quand même hyper utile. Mais toi, tu dis, on impose sur les choses qui vont pas toucher la nourriture, du coup, et où c'est peut-être un peu moins compliqué. Là, pour le coup, on impose d'avoir un certain pourcentage de matériaux recyclés. Et du coup, j'imagine que ça valoriserait un peu les matières recyclées. Et les gens auraient envie de les acheter. Et du coup, ça créerait un petit marché, quoi. Surtout, tu crées une demande, donc tu as forcément une industrie rentable qui va devoir s'établir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu peux pas acheter de broyat pour du ciment recyclé, demain, tu pourras, parce que de toute façon, tout le monde en voudra. Donc, ça sera rentable de le faire. Et peu importe que ce soit un peu plus cher que la matière première extraite de la carrière, machin, parce que ce serait une obligation légale, donc de toute façon, tu seras obligé de l'acheter. Parce que, oui, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que le coût du recyclage, en fait, ça va énormément impacter en fait, le fait qu'on recycle beaucoup, parce que souvent, tu te retrouves avec la matière vierge qui coûte moins cher que le plastique recyclé. Donc, est-ce que tu irais acheter un manteau sur Vinted si tu peux avoir le même moins cher en magasin ? Bah non, d'ailleurs, je viens de racheter une paire de Crocs. C'est vrai, voilà. Il y avait des réduits qu'elles étaient moins chères neuves que d'occasion. Et tu te dis, mais je suis allée sur Vinted demander aux gens, en voyant le site, en leur disant, ça coûte tant sur le site, est-ce que tu me fais un prix ? Les gens disaient, non, je l'ai payé 50 €, je les vends 50 €. J'ai dit, mais en fait, elles sont à 35 € sur le site. Et nous, ça fait 5 ans, on achète tout de seconde main, quoi. Ouais. Et là, on a craqué. Il a eu sa paire de Crocs à Noël. On vit à la campagne, on a besoin de porter des Crocs dans la boue, ok. Pas de jugement. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois garantir que le prix de la matière recyclée, il faut qu'il soit à un moment compensé pour pas que la matière neuve soit trop moins chère. Sinon, tu crains des équilibres. Ouais. En particulier, si tu importes de la matière. Donc, ça veut dire, si tu importes, du plastique de l'étranger, il faut que le plastique recyclé en France ou en Europe, il faut forcément qu'il y ait une taxe à l'import dans la zone Europe, par exemple du plastique qui viendrait de Chine ou des États-Unis, pour qu'il soit plus cher que le plastique recyclé en Europe. Sinon, tu peux pas t'en sortir, en fait. Ouais. Ou, sans parler de taxe, de mettre un bonus sur tous ces produits-là, en fait. Pour que, financièrement, ils soient aussi intéressants que les autres. Oui. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a encore, nous, des cochonneries qu'on envoie dans les autres pays, ou ça s'est un peu calmé Non, bien sûr, c'est partie de la base du négoce de déchets. ça s'est pas trop calmé. Puis même, pas que dans les autres pays. Enfin, nous, il y a des histoires qu'on entend... franchement, France. mais ouais, t'as l'impression de vivre dans des films, des fois. Tu te dis, il y a je sais plus quel recycleur qui reprend ça. Tout le monde dit, ah bon, il reprend ça, mais comment ça se fait qu'il est tout seul et tout. Et puis un an après, hop, il se fait épingler par la DREAL pour enfouissement illégal. Pardon. Ah oui. Ou des recycleurs, il y a des petits départs de feu qui prennent et hop, on remonte une usine à côté. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de... On n'a jamais rien de concret, tu vois. Après, on n'est pas des journalistes d'enquête ou Bien quoi. sûr. Mais des trucs, t'entends à droite, à gauche, en permanence. Il y a un machin qui a mis une mise à prix sur sa tête à lui. Non, mais la base du négoce de déchets, c'est que quand tu veux revendre des déchets un peu pourris, tu les mélanges avec des déchets cool. Tu les étiquettes comme si c'était que des déchets cool à 100%, ce qui n'est pas vrai. Et puis, une fois que c'est exporté, c'est le problème du gars qui l'a racheté qui se fait avoir. Tu les caches dans les conteneurs. Tu Ouais, mets plein de trucs bien devant. Tu mets une couche de bouteilles et en dessous, tu mets des sacs plastiques. Oui, c'est un peu l'idée. Là, c'est pas exactement comme ça, mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça l'idée, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment la base du négoce. Et il y a des pays où, en fait, ça reste quand même rentable pour eux de récupérer ces trucs-là pour aller repiocher que 10%. Ouais. Parce que tout est question de coût, de l'énergie, de la main-d'œuvre, etc. Ça, ouais. Donc, tu as tel recycleur qui va te dire, bah, moi, s'il y a plus de 50% du ballot que je rachète que je dois aller faire enfouir ou incinérer, je suis pas rentable. Il me faut des trucs purs à 70%. Il y en a d'autres, ils prennent les 20% et ils arrivent à faire leur business avec. Mais donc, ils brûlent tout dans le champ. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont rentables.
D'ailleurs, ok, ben là, ils brûlent tout dans un champ, mais il y a quand on fait les choses bien et qu'on brûle les choses de façon correcte, on a des filtres, c'est ça? Ouais, d'accord. Non, normalement. Question. Alors là, ça a été un peu abordé, le sujet de comment c'est filtré, puis qu'est-ce qui se passe des filtres, des centres, c'était un reportage d'Hugo Clément, je crois, non? Ouais. Et dans le livre Les Plastiqueurs, elle l'aborde un peu à la fin, Des fois, c'est pas si filtré que ça, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais de ton filtre une fois que c'est à mettre à la poubelle? le filtre. Tu le brûles aussi. Tu le jettes à la mer. Et de dire, tu as beaucoup de cendres quand même, tu as peut-être un tiers de cendres à la fin qui reste, ou moins, je sais pas, et avec des résidus super concentrés et toxiques, et ça, faut en faire quelque chose, et c'est enfoui dans une mine en Allemagne, je sais plus où, là. Oh là là. Et tout va là-bas, parce que c'est la mine miracle pour aller enfouir tous les trucs super toxiques, là. Ouais, d'accord, ouais. C'est toujours un peu gênant quand t'envoies tes déchets chez les autres, mais... Ouais. Dac. Il y a encore un ou deux sujets que je voulais aborder. C'était, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important, c'est tout ce qui est PP, donc le numéro 5. Ouais, tout ce qui est PP, juste pour les gens qui écoutent, PP, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est plus ou moins, je sais pas comment vous le décririez, mais tout ce qui est plastique rigide, un peu... je sais pas, moi, quand je dis des bêtises quand je dis que typiquement une imprimante ou un PC, ça va être du PP. Non, c'est de l'ABS. C'est quoi? C'est de l'ABS. Ah, c'est autre chose. Ouais, parce qu'il y a des trucs anti-feu et tout sur les trucs électroniques. Donc, Ah, d'accord. Ouais, mais oui, mais les jouets pour enfants, oui. les toboggans. Ouais, voilà. Les toboggans. Ok, voilà, ça c'est du PP. Peut-être pas les toboggans. Ouais, peut-être pas les toboggans. En gros, le polypropylène, le PP, là, le numéro 5, il est pratique parce qu'il est pas très cher. Et qu'il a une bonne résistance chimique. Donc, si tu veux faire, par exemple, le seau dans lequel tu vas venir passer ta serpillière et mettre tes produits chimiques... Ça, c'est du PP. Ouais. Ça, c'est du PP. Le masque anti-Covid, là, les bleus et blancs, c'est du PP. Parce que là, pour le coup, on dirait pas... Enfin, d'accord. Trois PP différents. Lui, c'est une feinte. Parce que là, je disais, c'est un truc rigide comme le seau, là, mais d'accord, ok. Non, 3 PP différents. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, il y a les numéros, tu as 7 familles de plastique, sachant que le numéro 7, c'est la catégorie autre. Donc, c'est un peu un truc pour tout. Et juste une parenthèse là-dessus, moi, j'en ai jamais vu. Si, j'en ai vu une fois, c'était sur une barquette de poulet bizarre. Il me dit non, j'en ai jamais vu de numéro 7. Ah si, il y en a plein. Le PLA, c'est numéro 7, par exemple. Le PLA, c'est le plastique à base d'amidon de maïs. Ah oui, d'accord, ok. En fait, il y en a vraiment plein. Pour le coup... Dans l'emballage alimentaire au supermarché, tu es censé ne plus trop en avoir. Ouais, c'est ça que je disais. Dans les emballages, t'en as moins quand même. Ouais, mais je t'ai coupé. Je sais plus où j'allais. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il y a un autre sujet Le PP, ouais. Non, il y a un autre sujet qu'on n'a vraiment pas abordé. C'est ton bac des emballages ménagers. Ton bac jaune, c'est pour les emballages. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'emballage. À aucun moment, tu veux mettre ton seau à serpillière dedans. C'est pas un emballage. Ah, ben voilà, ok, d'accord. Voilà. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est... mais les gens ne l'assimilent pas. Moi, le premier. Et tu te dis, mais le PP, c'est bien recyclé. Tiens, je vais mettre mon seau en PP. Non. Et en fait, non, ton seau en PP, il est censé partir à ta déchetterie, en fait. Et dans les déchetteries, à part en Vendée, parce qu'en Vendée, on est trop bien. Non, il y a une autre région qui fait ça, je sais plus c'est laquelle, mais ils ont commencé tout doucement à faire des bacs, des bennes où tu jettes le plastique. Mais ça, j'ai pas compris, parce que effectivement, vous disiez qu'en Vendée, juste pour dans un autre podcast, hein, vous disiez qu'en Vendée, il y avait un gars qui s'était installé dans la déchetterie et qui essayait de récupérer les déchets plastiques. Mais pour moi, une déchetterie, c'est un grand trou, et puis il y a les sacs poubelles qui arrivent, et puis personne ne regarde ce qu'il y a dedans, quoi. En gros, comment tu fais pour récupérer? Ça, c'est une décharge. Ah, c'est pas pareil, ok. Et la déchetterie, c'est une plateforme où tu as plusieurs bennes. Si tu vas acheter ton canapé, non, tu mets en bas du trottoir. Hein oui, c'est vrai qu'il y a les encombrants chez moi. Oui. En fait, alors, même en région parisienne, il y a des déchetteries où tu vas et tu amènes tes gros encombrants, tes tables, tes chaises, tes toboggans. Mais je ne connaissais pas la subtilité, du coup, c'est pas pareil que la décharge. Okay. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Et en fait, tu as des bennes. Par exemple, si tu as des cagettes en carton, des cachettes, les cagettes là, normalement, tu es censé les amener à la déchetterie parce que ça va c'est du bois, ça va dans la catégorie spéciale bois, ça va pas avec les cartons. Et en fait, dans les déchetteries, tu as, je sais pas, emballage électronique, les piles d'un côté, les cartons, et après, tu as le truc ordures ménagères, un fourre-tout.
Et normalement, dans la plupart des déchetteries, du coup, ils trient pas le plastique. Oui, d'accord. Et en Vendée, il y avait ce. Ok, d'accord. Ça Voilà. marche. Et normalement, tout ce Ça qui est marche. toboggan, Ouais. poubelle, soit serpillière, chaise, tout ça, en fait, ça finit direct à incinération ou à l'enfouissement. Alors que, pour le coup, comparé à des emballages, même si des emballages t'en consomment plus, parce que du coup, c'est régulier, il y a de la matière à aller chercher. C'est des gros objets. Ouais, c'est vrai. Mais typiquement, du coup, les pots de margarine ou les gros pots de yaourt ou les choses comme ça, on sait en faire quelque chose ou c'est un peu trop complexe pour qu'on puisse. Non, ça en général, c'est Non, un ça, c'est polypropylène. bien. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et Donc puis ça, c'est vraiment des emballages. Ça va à l'usine qui recycle ce genre de choses-là. Ok. En fait, je pense Mais que... source en mélange, avec Ouais. un peu de PE. Alors après, des fois, et un peu de polystyrène. Alors des fois, ils séparent. Des fois, ça va être recyclé un peu en mélange. Ouais, d'accord. ok. Tu peux avoir 20% de PE dans 80% de PP sans que ça abîme trop ton plastique. Donc tu t'arranges. Ouais, le PPPE, ça fait des... En général, t'as toujours 5% de PE dans ton PP et Attends, 5%... PE, c'est quel numéro? Ça a un numéro ou- numéro 2. Ah oui, d'accord. Ok. Numéro 2 et numéro 5, en fait, ils vont bien ensemble. Et, Enfin, ils vont pas. Non, en fait, en vrai, J'aime ils vont bien. pas ensemble. C'est On les juste force. que les gens les forcent un Ok. peu à aller ensemble. C'est pas... Ouais. Mais il y avait un autre point que je voulais voir. Oui, cette notion de pourquoi en fait tu mets pas ton seau à serpillière dans le bac jaune. Faut vraiment voir en fait que c'est une question de financement de la collecte et de la gestion du déchet. En fait, c'est vraiment le bac à emballage parce que c'est géré par la responsabilité élargie des producteurs, la filière REP qu'on appelle. Et du coup, là maintenant, il y en a qui sont créés pour les articles de sport typiquement. Et même si tu sais que ton objet il est en PP et il sera retiré. Et le meilleur exemple pour ça, pendant un temps, les cartons de pizza, en fait, l'aide financière, donc l'éco-contribution qui est censée être payée pour les cartons de pizza, comme les cartons de pizza, c'était des restaurateurs, l'emballage ne devait pas finir à la poubelle à la maison, tu vois. Et il y a eu un trou. Parce que, en fait, c'est pour un commerce. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu avais les cartons de pizza qui arrivaient au centre de tri. Le centre de tri qui dit c'est du carton, je le mets dans la poubelle carton, enfin avec les cartons. Mais en fait, comme ils n'ont pas payé l'éco-contribution pour venir, en fait, que le petit camion vienne chercher les cartons de pizza pour les amener au centre, en fait, ils sont censés se prendre une taxe, un malus, en fait. Et du coup, le centre de tri, s'il mettait le carton de pizza dans la balle de carton, il va devoir payer plus cher s'il se fait prendre. Et il dit, mais moi, c'est du carton, je le mets dans le recyclage, c'est normal, c'est du carton. Mais en fait, non, parce que financièrement, c'est pas le schéma correct. Alors maintenant, c'est plus du tout le cas, tout est payé, tout est réglo et tout ça. Mais il y a eu, pendant des années, un espèce d'échange où, les cartons, on les prend pas, sinon, il faut leur refacturer, machin, parce que c'est des questions financières. Ce que tu dis, c'est que finalement, le seau à serpillière, qui est du PP, typiquement, on pourrait le mettre dans le bac à tri jaune. C'est juste que quand il arrive au centre de tri, il y a une petite souffleuse qui le dégage, qui dit vous n'avez pas payé. C'est ça Non, il pourrait potentiellement passer. Ouais. Après, c'est un gros objet à voir. Il pourrait potentiellement, passer. C'est des questions financières. Si par exemple le gars au centre de tri il se fait prendre à le laisser passer, et ben, il peut se prendre une amende. Ouais, bah ok, donc c'est ça ma question. Okay. Mais en fait, ça va dépendre. Et tu vois, typiquement, les cartons de pizza, on savait très bien qu'ils les laissaient dans les balles parce que c'est du bon carton. Tu l'envoies, tu vois. D'accord. Et puis quand t'es recycleur, en tout cas, les recycleurs qu'on connaît, nous, ils ont tous envie de bien faire. T'es pas recycleur parce que. C'est ce qu'ils disent. Ah oui. Derrière, ils font des rires démoniaques. Ouais. Parce qu'en fait, tu ne deviens pas recycleur comme ça. Il n'y a pas d'école du recyclage. Je crois qu'il y en a une qui est ouverte cette année. Mais en fait, c'est vraiment rigolo de regarder un peu qui se tourne vers dans le recyclage et comment les gens arrivent dans le recyclage. Il n'y en a pas un qui a vraiment eu un parcours pour le recyclage. Et tu vois, il y a aussi ça qui se perd, c'est que les recycleurs, c'est pas des gens qui ont la connaissance forcément de la matière. Ceux qui ont la connaissance de la matière, typiquement du plastique et tout ça, ils vont plutôt être dans la production. Et pas le recycleur, c'est souvent des vieilles familles françaises, même des fois des anciens agriculteurs qui se sont reconvertis. Des gens qui se sont dit tiens, il y a un problème de déchets, je vais me mettre là. Et en fait, qui essayent de résoudre un problème, mais qui n'ont pas forcément le background technique, en fait, qui vont faire de la logistique de gestion du déchet sans avoir la théorique, tu vois.
Ouais. C'est vraiment la logistique plus que... Ouais. Et ça, c'est assez rigolo de voir dans l'historique. Mais comme tout à l'heure, on parlait de l'historique, de fait que c'est un peu un monde de mafieux et tout ça, et de regarder l'historique du déchet, en fait, à la base, et en Italie, ça se voit beaucoup, c'était géré par la mafia. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait des trucs qui soient restés ancrés dans le système, quoi. Ouais, c'est marrant. Et je suis conscient aussi du temps qui passe, mais je voulais juste, ça fait un peu en vrac, mais je voulais aussi avoir votre avis sur le fait de... c'est vrai qu'on parlait des liquides chauds en contact avec le plastique, ça je voulais absolument avoir votre avis là-dessus. On sait maintenant que quand on se prend un gobelet en carton pour le café, y a une petite couche de plastique à l'intérieur. On sait que le café chaud dans la machine, je sais pas, il doit passer par des tuyaux en plastique. Je dis ça en tant que j'y connais rien. Et on sait aussi que j'avais entendu dire que quand on met son petit sachet de thé dans l'eau chaude, il se passait des trucs pas cool. Est-ce que déjà vous confirmez un peu ces choses-là et vous, est-ce que vous avez des habitudes que vous avez prises juste pour éviter ça parce que, je sais pas, tout le monde en fait boit un café par jour, un thé par jour, quasiment. C'est quoi un peu les astuces là qu'on peut avoir Le mug en céramique. Et la cafetière à l'italienne. Et encore qu'il y a un joint en silicone. Hein. Oui, Mais c'est bon. vrai, il y a le joint. Ah, c'est vrai que dans la cafetière italienne, il y a le joint en silicone et ça vous embête. Ah, d'accord. Non, mais en vrai, ça va. C'est plus compliqué que ça dépend qui l'a fabriqué. Si c'est quelqu'un qui fait des bons silicones ou si c'est de la vieille silicone pourrie qui vient de Chine et qui est dégueulasse. Donc, non, mais pour c'est vrai, un peu comme ta gourde en inox. La stabilité thermique du plastique que tu vas utiliser, ça dépend vraiment de sa formulation, de qui l'a produit. Est-ce qu'il l'a fait pour ça? Tu as des très bons plats en plastique qui supporteront très bien le four sans que ce soit un danger parce qu'ils ont été faits par des gars qui s'y connaissent. C'est comme on disait tout à l'heure, il y a les bons et les mauvais élèves. Le problème, c'est que tu peux pas faire oui, mais c'est pas écrit, tu vois. Donc, en gros, monsieur et madame lambda, eux, ils n'ont pas envie en fait de s'emmerder, ils ont envie de trouver une autre solution à ça. Voilà. Donc, le sachet de thé, ça c'est clair que c'est mort de chez mort. Okay. Ah ouais, ça c'est mort de chez mort. En fait, souvent, ça va être alors, quand c'est en plastique, ça peut ressembler à de la mousseline ou à du papier. Des fois, c'est quand même du plastique. Hein. C'est du nylon. Comme ton masque, je savais pas que c'était du PP. Ouais. Non, je suis d'accord. Franchement, le sachet de thé, c'est vraiment drôle. Je suis désolée de te couper, mais le nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux qui nous envoient leur sachet de thé en photo comme ça et qui nous disent c'est du plastique. Mais parce que c'est pas marqué en fait sur. Mais moi je suis pas capable. Il devrait y avoir obligation de. vous en savez rien en fait. Mais en fait, oui. Mais même nous, quand on cherche les paquets, on sait pas lesquels, tu vois. Mais même quand on les a devant nous, des fois, t'as envie de dire ouais, c'est peut-être celui-là, c'est pas du plastique. Mais bon, en fait, alors sur les photos encore moins. Non, mais je crois que l'interdiction est passée. Oui, hein. maintenant. Oui, mais attends, il y a les stocks à écouler. C'est du nylon, donc ça réagit avec de l'eau chaude. Mais tu parles d'une interdiction, c'est quoi pour les sachets de thé en plastique, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Ça, c'est interdit. Okay. Il me semble que c'est passé. On n'est plus à jour dans les lois, il y a des décrets, des machins. Des fois, on arrête un peu de suivre. Normalement, oui. Okay. Et donc, quand tu mets un plastique qui est susceptible de réagir avec de l'eau chaude et que c'est connu, parce que c'est la propriété de la matière, pour le thé, juste parce que ça ressemble à ce qui existait avant, qui était de la mousseline de soie, tu peux être sûr que tu vas avoir des microplastiques qui se fragmentent dans ton thé et que tu bois ça, quoi. Bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est débile, voilà. Mais un bon exemple pour illustrer ça que j'aime bien, sur les tupperwares ou les Maryse que tu peux utiliser, tu le vois, si tu fais un curry, ton tupperware blanc, il devient jaune. Ta Maryse, elle devient jaune. Oui, c'est vrai. Si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Oui, voilà, il n'y a pas de... Ouais. D'accord. Ok, et sur le café, c'est vrai que moi, je m'étais acheté un filtre en inox. Donc ça, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de feinte, mais c'est vrai que pour la cafetière italienne, j'avais pas pensé qu'il y avait un joint. Moi non plus, tu vois. Donc, mais moi, c'est pareil. Normalement, c'est censé être un joint stable thermiquement. Là où, quand tu achètes un gobelet, tu espères, mais quand tu achètes un gobelet carton avec le liner en polyéthylène à l'intérieur... là, tu sais que c'est mort, Tu sais que c'est mort. Tu sais que tu as forcément du fragment plastique, des échanges de migration, de trucs. Moi, je comprends pas que ça soit autorisé, ce truc-là. Et puis,
tu vois, on revient sur le sujet des bioplastiques, mais par exemple, il y a toute la vaisselle en bambou qui est sortie. Du coup, au moment où il y a eu vachement de plastic bashing, du coup, les gens font pas la différence. On dit oui, t'as de la vaisselle à partir de bambou, en fait, c'est du plastique. Ah bon? Je savais pas. C'est simple, si c'est pas du bois, au toucher, tu vois pas que c'est du bois. En fait, c'est du plastique. Ah oui. Et alors, en plus, il y a différentes manières de le faire, donc il y a différents plastiques, machin. Et ça, c'est vaisselle. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui a montré que c'était encore plus nocif que les autres plastiques pour la santé d'utiliser des trucs chauds. Parce que ça sortait des réglementations. C'était un nouveau plastique. Oui. Mais, et encore, il y aura peut-être des... C'est un peu le problème de la recherche sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, t'as des articles qui sortent, d'autres qui vont se réfuter. On mange 5 grammes de plastique par semaine, puis en fait, on n'en mange pas 5 grammes, on mange plus que 1 gramme. Et en fait... c'est en recherche. C'est pareil pour les impacts sur la santé. On sait que potentiellement, ça fait réduire la taille des vers de terre. Ils se reproduisent moins, les moules. Mais, bon, de manière globale, je te dis que tu manges du pétrole, je pense que tu dis c'est pas très bon pour moi. Oui, c'est ça, il y a un principe de précaution aussi quand même que tu as envie d'appliquer. Ouais, mais il y a le bénéfice du doute, et ça, les lobbies du plastique. Oui, mais pas que du plastique, de manière globale, de voir les lobbies, en fait... essayer toujours de se positionner, de faire du lobby. C'est assez impressionnant à voir. Ouais. Bah, tu as marqué, j'avais vu l'exemple moi, qui m'avait fait marrer, c'est tu marques 100 BPA et finalement tu mets une autre cochonnerie à la place. C'est juste qu'au moins t'as pas de BPA, donc les gens ils sont contents. Oui. Donc, ouais. Dac, merci beaucoup. Je sais pas si vous... Ouais, je voulais finir avec les... Parce qu'en fait, on discutait juste avant le podcast et vous recommandiez des bouquins. Je voulais que vous le fassiez là maintenant, mais je sais pas si avant vous aviez un autre sujet que vous vouliez... Passer au bouquin. Ouais. Donc, les plastiqueurs, pour ceux qui ont un peu suivi, du coup, on va dire qu'on connaît, puisqu'on a fait un épisode dessus, mais vous aviez d'autres recommandations je sais pas si vous pouvez en parler un peu. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais oui, on est des très grands fans du livre Les Plastiqueurs. On valide Les Plastiqueurs et il a été très bien fait. Et on est tout à fait d'accord avec tout le déroulé. Et c'est justement des livres comme ça, avec le travail qu'on fait en parallèle. Quand il est sorti, on était vraiment sidérés de voir qu'en fait, il y avait une autre personne qui est arrivée aux mêmes conclusions que nous et qui nous connaissait ni d'Ève ni d'Adam et qu'on n'avait pas du tout échangé. Et il y a une troisième personne, du coup, qui est Flore Berlingen, l'ancienne directrice de Zero Waste France, qui a sorti son livre, donc Les limites du recyclage. Recyclage, le grand enfumage. Pardon. Ouais. Alors, attendez, donc c'est Flore Berlingen, le recyclage, le grand enfumage. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord, super. Et qui est du coup, oui, sur les limites du recyclage, pardon. D'accord. Et c'est plutôt la fin du livre Les Plastiqueurs en plus simple en plus. Enfin, plus simple. Il n'est pas très compliqué, Les Plastiqueurs, mais c'est le ça se lit bien. Ça se lit bien et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est un super livre. Et après, on a des BD aussi à recommander, parce que pour ceux qui aiment bien lire avec des images. Dans les livres, il y a quand même celui de Nathalie Gontard, je pense. Oui, aussi, oui. C'est lequel, celui-là ? Plastique, le grand emballement. D'accord. Donc, c'est une chercheuse qui a beaucoup bossé sur l'emballage. Donc, c'est très intéressant aussi d'avoir les retours d'expérience sur le côté, normalement, quand même, quand tu es chercheur, tu as quand même une vision un peu plus nuancée, un peu plus neutre. T'es pas genre juste, ouais, le plastique, c'est mal. Tu vois, c'est plus compliqué que ça. Et justement, toutes les questions, on le recycle une fois, deux fois, est-ce que c'est plus dangereux pour la santé ? Ça, c'est vachement abordé dans le livre. Ah, ça, c'est cool, ça. Ok. Tout ce qui est bioplastique, c'est vachement abordé dans le livre. Ouais. Donc, c'est trop bien. Et pour le coup, c'est un raisonnement qui a été bien écrit parce qu'elle l'a coécrit avec une journaliste. Donc, le style est ultra simple à lire, mais le raisonnement est poussé. Donc, c'est bien. Tac. Et côté BD, vous disiez donc, côté BD, on a Plastique Tic Tac de Capucine Dupuis. Qui est vraiment chouette. Et même si on est dedans, nous, tu vois, on a appris un truc par page au moins. Donc, ah ouais, d'accord, ouais. C'est cool. Puis ça se lit, tu sais, tu peux lire une page après une page, t'es pas obligé de tout lire d'un coup. Bon, c'est une BD, cool. Ouais, c'est toujours cool. Voilà. Ouais. Et il y a une autre BD. Déchetland. Ouais, Déchetland. d'Anne Belot. Ouais. Sur les déchets plus généralement, ouais, c'est pas que sur le plastique, là, sur le c'est recyclage. plus, ouais. Okay. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'aborder la partie déchets invisibles. Et je crois que c'est bien abordé dans la BD. C'est-à-dire que par exemple, j'achète un smartphone. En fait, je sais pas que dedans, il y a tel alliage d'indium. Pour le sortir dans la nature, il est sous telle forme. Il faut extraire 16 millions de kilos de roche pour 1 kilo de ce type. Tu vois. Ouais.
Et donc, il y a une partie consommation d'énergie, d'eau, de ressources et génération de déchets dans des quantités mais monstrueuses qu'on ne voit jamais en tant que consommateur de produits finaux quand on n'est pas dans l'industrie, quoi. Oui, on a parlé dans le livre de Guillaume Pitron qui est vachement là-dedans, ça s'appelle La guerre des métaux rares. Oui, c'est là que j'avais appris en effet que en fait, un smartphone, c'est beaucoup plus que 400 grammes, je sais pas comment ça pèse de déchets. En fait, c'est derrière, il y a énormément de trucs. D'accord, ouais. Donc là, ça développe un peu ce côté-là aussi. C'est ce qu'on appelle le bagage écologique, en fait. Oui, voilà. d'accord, ok, ouais, en effet, ça me dit quelque chose. Et que, oui, par exemple, tu demandes à n'importe qui a travaillé dans des docks ou quoi, quand tu fabriques un catamaran, par exemple, tout ce qui est composite et tout, tu as l'équivalent du bateau en poids de déchets à la fin de la production du bateau, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, et ça, quand tu achètes un bateau, tu dis, le déchet sera le bateau. Non, en fait, il y a 2 bateaux, en vrai, de déchets. Ouais. T'as un facteur multiplicatif à chaque fois qui te dit, ok, ouais. Ah ouais. C'est vrai que sur les smartphones, c'est très visible parce que t'as un tout petit truc dans la main. Et en fait, comme c'est des métaux rares à l'intérieur, t'as vraiment... les échelles sont décuplées. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Mais... Ouais. Je pense que c'était pas x2. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête. C'est énorme. Ah non, il y a un certain nombre de métaux. Il faut vraiment extraire des millions de kilos pour extraire 1 kilo de l'alliage raffiné, quoi. Ouais, ça m'avait frappé, ouais. D'accord, super. Merci beaucoup. Et je voulais juste finir, juste pour recommander aux gens. En fait, vous avez un site internet qui est super bien fait. Donc déjà, les gens peuvent aller voir un peu les différentes vidéos, les différentes infographies. Et moi, je me suis abonné aussi sur Twitter et sur Instagram. Et vous postez de temps en temps une petite infographie. Je trouve ça assez cool. C'est assez bien fait. Ça vous dit... la bouteille de shampoing, le bouchon, c'est ça, bref, telle partie de l'objet, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Merci. Ouais. Il y a plus que les images, en fait. Parce qu'on est beaucoup connu pour ça, mais en fait, en général, on aborde des sujets bien précis. Quand on met une image, on aborde beaucoup plus que juste... Parce que sinon, on retrouve beaucoup à ça se recycle pas, ça se recycle pas, ça se recycle pas. Ça, tu veux dire faut tirer le fil derrière. Parce que en fait, en général, on essaye d'aborder un sujet un peu comme l'histoire du bagage écologique pour chaque infographie. Puis il y a les petites vidéos aussi. Voilà. Top. Les gens tireront le fil. Merci beaucoup.